pour les autres. Bienvenue à cette matinée consacrée à vous délivrer un ensemble d'informations autour du SNDS et plus spécifiquement la base principale du SNDS. C'est une formation que nous avons co-construite et donc que nous co-animons avec la CNIL. C'est le deuxième partenariat que l'on fait avec succès et on est 5 pour vous présenter en fait ces différentes clés. La matinée s'organise autour de 2 sessions. Une première sur un cadrage un peu générique autour de tous les principes réglementaires dans l'accès aux données du SNDS et une présentation sur la base principale du SNDS. Et puis une deuxième partie de la matinée qui va davantage se centrer sur ce qu'on appelle les procédures simplifiées d'accès à ces données, dit notamment méthodologie de référence. Donc nous sommes 5 pour assurer cette double formation. Je vais commencer. Donc, je suis Valérie Edel, je suis en charge du guichet au niveau du Health Data Hub. Donc, c'est tout ce qui est accompagnement réglementaire et administratif des porteurs de projets dans l'accès aux données et également en charge du secrétariat du comité national en charge d'évaluer le dossier, appelé CESRES. Alors bonjour à tous, je suis Manon Defallois, adjointe à la chef du service de la santé de la CNIL, service qui est rattaché à la direction de l'accompagnement juridique. Dans quelques minutes, mon collègue Éric Boucher de Crèvecoeur, qui est ingénieur référent santé au service de l'expertise technologique, nous rejoindra, mais comme il sera là dans quelques minutes, j'ai préféré le présenter. Bonjour à tous, Marine Tabary, je suis juriste au service de la santé de la CNIL, donc dans le service de Manon. Et bonjour à tous. Yacine Daquin, ça marche pas? Bonjour à tous. Ah oui, là ça marche. Donc Yacine Daquin, responsable juridique santé et innovation au Health Data Hub, donc en charge notamment des questions juridiques liées à l'accès aux données de santé. Alors cette présentation va être articulée autour de différentes parties. Les juristes aiment beaucoup faire des plans, donc là vous allez avoir un plan pour les deux sessions de formation. Alors tout d'abord, nous allons évoquer ensemble le cadre juridique applicable au traitement de données de santé à caractère personnel et plus spécifiquement le cadre juridique qui s'applique au traitement de données du SNDS. Les données du SNDS ne sont qu'un exemple de données de santé, donc sont applicables au traitement de données du SNDS les règles qui sont applicables au traitement de données de santé à caractère personnel d'une façon générale. Parmi ces règles générales, on va retrouver le règlement général sur la protection des données qui est entré en vigueur en mai 2018, mais également en droit interne, en droit français, la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 qui a bien sûr été modifiée à de nombreuses reprises, notamment suite à l'entrée en vigueur du RGPD. Grâce à cette loi informatique et liberté, le législateur français a fait le choix de se saisir de certaines marges de manœuvre qui sont laissées aux législateurs nationaux pour prévoir notamment des conditions supplémentaires de traitement des données de santé. Et c'est ainsi que le législateur français, suite à l'entrée en vigueur du RGPD, a fait le choix de maintenir un régime de formalité préalable pour certains traitements dans le domaine de la santé. Pour compléter cette loi informatique et liberté, il existe également un décret d'application de cette loi informatique et liberté qui est particulièrement intéressant puisqu'il prévoit notamment l'émission du CESRES, le comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé. À ce corpus très spécifique s'ajoutent également quelques règles qui figurent notamment dans le Code de la santé publique et qui vont régir par exemple les recherches impliquant la personne humaine, donc les traitements de données de santé mis en œuvre dans le cadre de recherches impliquant la personne humaine. On a également des règlements européens, notamment en matière d'essais cliniques, d'études portant sur les dispositifs médicaux, etc., etc. En plus de ce cadre juridique très général, qui fait sourire mes collègues juristes, on a également tout un corpus de règles spécifiques au traitement de données du SNDS. Alors, ce corpus spécifique a émergé en 2016 avec la loi de modernisation de notre système de santé, donc une loi du 26 janvier 2016, qui a notamment posé le principe du chaînage entre notamment les données de l'assurance maladie, les données de remboursement de l'assurance maladie et les données des hôpitaux, par exemple. Cette loi a été complétée par un décret d'application qui a notamment fixé les conditions qui encadre l'accès dont disposent certains organismes publics aux données du SNDS, qu'on appelle plus communément les accès permanents.
ainsi qu'un certain nombre de règles. Donc c'est un décret du 26 décembre 2016. Ce corpus a également été complété par d'autres textes. L'arrêté du 22 mars 2017 relatif au référentiel de sécurité du SNDS, le législateur français ayant considéré qu'il fallait entourer les traitements de données du SNDS de certaines garanties et de certaines conditions de sécurité spécifiques. Et enfin, un arrêté du 17 juillet 2017 qui va encadrer l'activité d'organismes qu'on appelle des laboratoires de recherche ou bureaux d'études. Alors ce corpus qui a émergé en 2016 a été modifié avec la loi pour l'organisation et la transformation du système de santé, qu'on appelle plus communément la loi OTSS. Et cette loi a eu 3 avancées majeures. D'une part, elle a élargi le périmètre des données qui font partie du SNDS. Initialement, on visait des bases de données, désormais on vise certaines natures de données. Par ailleurs, cette loi de 2019 a entraîné la mue de l'INDS. Et là, je me tourne vers Valérie, qui a connu l'INDS, l'Institut national des données de santé, qui s'est transformé en plateforme des données de santé, dont les missions ont été renforcées. Et par ailleurs, autre apport de cette loi OTSS, et je reviendrai là-dessus dans la suite de la présentation, c'est le fait qu'on peut verser dans un entrepôt de données de santé des données du SNDS, ce qui n'était pas possible avant cette loi de 2019. Face à ce chamboulement induit par la loi OTSS, il a fallu bien sûr modifier le décret d'application relatif au SNDS, donc qui a été modifié en juin 2021 pour prévoir notamment l'émission de la plateforme des données de santé, enfin pour décliner l'émission de la plateforme des données de santé, et également pour adapter les règles applicables aux organismes qui disposent d'un accès permanent. Par ailleurs, et je sais que le corpus est relativement vaste, on a également un arrêté de mai 2022 qui est relatif à la base principale du SNDS et aux bases qui ont vocation à intégrer le catalogue du SNDS. Et enfin, et on espère que le corpus s'arrêtera là, en mai 2024, le référentiel de sécurité du SNDS a été mis à jour, suite notamment à l'élargissement du périmètre du SNDS induit par la loi OTSS de 2019. Je sais que le corpus est relativement vaste, mais c'était pour vous donner une vue d'ensemble de l'évolution des règles entourant les traitements de données du SNDS. Alors, dans le cadre de cette présentation, j'ai déjà évoqué la notion de traitement de données à caractère personnel. Donc, qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel? C'est toute information qui se rapporte à une personne physique identifiée ou identifiable directement. Donc là, c'est lorsque les données vont être attachées au nom et prénom de la personne, ou indirectement, par exemple, des données qui seraient rattachées à un numéro de téléphone. Et un traitement de données, c'est toute opération qu'on va réaliser sur des données à caractère personnel. Par exemple, le fait de les enregistrer, de les modifier ou de les conserver. Quand on parle de données à caractère personnel, il y a une distinction très importante à faire entre les données pseudonymisées et les données anonymisées. Petite parenthèse, les données pseudo-anonymisées n'existent pas. Donc si vous voulez briller en société, on ne parle pas de données pseudo-anonymisées. Soit les données sont pseudonymisées, auquel cas il s'agit de données à caractère personnel, soit elles sont anonymisées, et donc là, la réglementation applicable au traitement de données à caractère personnel ne s'applique plus. Alors, je vous fais grâce de la définition de la pseudonymisation qui est prévue à l'article 4 du RGPD. Petite parenthèse, encore une fois, si vous voulez, si vous avez une interrogation par rapport à une notion clé en matière de traitement de données, je vous invite à vous référer à l'article 4 qui recense les principales définitions qui sont utiles. Alors, la pseudonymisation, c'est un traitement de données. Et donc, une donnée pseudonymisée ne peut pas être reliée à un individu sans données additionnelles. Et là, si vous êtes familier du monde de la recherche, normalement, ça doit vous parler. C'est-à-dire que, généralement, dans le cadre d'un projet de recherche, dans la base de données de la recherche, on ne va pas avoir les noms et prénoms des patients. Ces noms et prénoms des patients sont souvent conservés dans ce qu'on appelle une table de correspondance. Et cette table de correspondance va être conservée selon des modalités de sécurité spécifiques, par exemple un cloisonnement et des clés de chiffrement, avec la mise en place de mesures organisationnelles telles que, grâce à une gestion des habilitations. Et donc là, je vous ai mis un exemple de table de correspondance avec là la base de données pseudonymisée. Donc on voit que les individus sont identifiés par un numéro d'ordre et on peut faire le lien entre ce numéro d'ordre et les données nominatives à travers une table de correspondance qui, bien sûr, doit être conservée séparément de la base de données de l'étude. Donc,
si vous avez suivi, les données pseudonymisées sont des données à caractère personnel dans lesquelles on ne va pas retrouver les noms et prénoms. Pour pouvoir retrouver les noms et prénoms, il faut aller voir dans une base de données distincte. A contrario, les données anonymisées, ce sont des données qui ne peuvent plus être reliées à un individu identifiable. Et donc cette identification peut être directe ou indirecte par le détenteur du jeu de données ou par une autre personne. Et il faut savoir qu'il existe plusieurs techniques d'anonymisation, notamment la randomisation et la généralisation. Et donc, pour pouvoir apprécier si un jeu de données est ou pas anonyme, on se réfère à des critères européens qui ont été élaborés par le groupe des CNIL européennes qu'on appelait à l'époque le G29, qui a été remplacé par le CEPD. Et donc, il faut savoir que ces lignes directrices sont en cours de mise à jour, mais ça prend du temps de se mettre d'accord sur la notion d'anonymisation. À défaut de mise à jour, et dans l'attente de cette mise à jour, on se réfère toujours à ces lignes directrices qui prévoient qu'une solution d'anonymisation doit être construite au cas par cas. Et donc, pour aider à évaluer une bonne solution d'anonymisation, 3 critères sont proposés. L'individualisation, est-ce qu'on peut toujours isoler un individu dans une base de données? La corrélation, est-ce qu'on peut relier des jeux de données est-ce qu'on peut relier entre eux des jeux de données qui se rapportent à un même individu? Et l'inférence, est-ce qu'on peut déduire de l'information sur un individu? Si ces critères sont remplis, a priori, le jeu de données est anonyme. Par contre, si au moins l'un des critères n'est pas rempli, il faut faire une analyse de risque de réidentification. On a parlé de traitement, on a parlé de données à caractère personnel, mais qu'est-ce qu'une donnée de santé? Une donnée de santé, la donnée de santé est définie à l'article 4 du RGPD comme les données relatives à la santé physique ou mentale, passée, présente ou future d'une personne physique, qui vont révéler des informations sur l'état de santé de cette personne. On va distinguer 3 types de données de santé. Les données de santé par nature, par exemple les résultats d'une analyse biologique. Les données de santé par combinaison, par exemple le fait de croiser le poids, la taille et le rythme cardiaque. Et les données de santé par destination, par exemple le fait d'utiliser une photographie dans un contexte préopératoire. On a vu les différentes notions, mais finalement, quel est le rôle dévolu aux organismes qui mettent en œuvre des traitements de données à caractère personnel? On va distinguer 2 choses. La notion de responsable de traitement. Le responsable de traitement, c'est l'organisme qui a l'initiative du traitement, c'est l'organisme qui définit les finalités et les moyens du traitement. Dit autrement, c'est l'organisme qui définit le pourquoi du traitement, l'objectif du traitement. Et les moyens, c'est la manière de parvenir à cet objectif. Il peut arriver qu'il y ait plusieurs responsables de traitement, auquel cas on parle de responsabilité conjointe de traitement, et auquel cas les obligations respectives des différents organismes doivent être formalisées, la plupart du temps, dans un contrat. On distingue le responsable de traitement et le sous-traitant, qui va être l'organisme qui va traiter les données à caractère personnel sur instruction documentée du responsable de traitement. Et là, auquel cas, il faut également qu'il y ait un accord qui soit conclu avec le responsable de traitement. Si vous avez un doute sur la qualification, je vous invite à vous référer à des lignes directrices qui ont été élaborées au niveau européen. Quand on parle de traitement de données du SNDS, il y a également aussi une notion qui n'est pas familière, qui ne figure pas dans le RGPD, c'est la notion de responsable de la mise en œuvre. Le responsable de la mise en œuvre, ça va être la personne physique ou morale, qui peut être publique ou privée, qui va mettre en œuvre le traitement de données, donc qui va être en charge de réaliser l'étude. C'est cet organisme qui va traiter les données. En pratique, il peut s'agir du responsable de traitement, parce qu'il décide lui-même d'analyser les données directement, ou il peut s'agir d'un sous-traitant. Donc là, ça dépend vraiment de la typologie de l'étude et de la façon dont l'étude est envisagée. En matière de traitement de données du SNDS, et ce point sera repris tout à l'heure, certains responsables de traitement, certains organismes, notamment les industriels de santé, qu'il s'agisse de fabricants de dispositifs médicaux, par exemple, ou les assureurs, doivent, lorsqu'ils veulent traiter des données du SNDS, soit démontrer qu'ils ne poursuivront pas de finalité interdite, et ce point sera détaillé par Yacine tout à l'heure, soit passer par un intermédiaire qu'on appelle un laboratoire de recherche ou un bureau d'études. C'est un sous-traitant qui présente un certain nombre de garanties, qui s'est déclaré conforme à un référentiel, donc le référentiel du 17 juillet 2017 dont je parlais tout à l'heure, qui prévoit notamment certains critères d'expertise, de confidentialité et d'indépendance. Donc je vous invite à vous référer à cet arrêté et à la liste des organismes qui se sont déclarés conformes sur le site web de la plateforme des données de santé.
En pratique, au regard du RGPD, le laboratoire de recherche ou le bureau d'études sera, dans la plupart des cas, qualifié de sous-traitant, mais il peut arriver, lorsqu'il a pris une part prépondérante à l'élaboration d'un protocole scientifique, qu'il soit responsable conjoint de traitement. C'est vraiment une appréciation au cas par cas. Et enfin, quels sont les principes clés en matière de traitement de données à caractère personnel? Premier principe, le traitement doit être licite. Ça signifie qu'il doit avoir une base légale, un fondement juridique en toutes circonstances. Généralement, en matière de recherche, on privilégie deux bases légales, l'exécution de la mission d'intérêt public pour les organismes publics et la poursuite des intérêts légitimes pour les organismes privés. Lorsqu'on réutilise des données déjà collectées, il faut s'assurer que la base de données qu'on veut réutiliser est licite, c'est-à-dire qu'elle ait été mise en œuvre conformément à la réglementation. Par exemple, vérifier qu'elle a bien fait l'objet d'une formalité adéquate auprès de la CNIL lorsque c'était nécessaire et que tout au long du cycle de vie du traitement, la réglementation ait été respectée. Par exemple, vérifier que la durée de conservation des données n'a pas expiré. Chaque traitement doit aussi poursuivre une finalité déterminée, explicite et légitime. Et là, on renvoie aux objectifs qui sont généralement décrits dans un protocole de recherche. Seules les données strictement nécessaires par rapport à l'objectif poursuivi doivent être traitées. C'est ce qu'on appelle, dans un jargon juridique, le principe de minimisation, c'est-à-dire ne traiter que les données nécessaires pour parvenir à l'objectif qu'on s'est fixé. Ces données doivent également être exactes. Elles doivent être conservées pendant une durée qui est strictement limitée par rapport aux objectifs poursuivis. Et là, on peut avoir différentes durées de conservation. Par exemple, lorsqu'on veut traiter le numéro de sécurité sociale pour réaliser un appariement avec les données du SNDS, normalement, une fois que l'appariement est réalisé, on n'a plus besoin de conserver le numéro de sécurité sociale. Il faut également mettre en place des mesures techniques et organisationnelles adaptées au niveau de risque pour justement garantir l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité des données personnelles. Et enfin, le principe de loyauté et de transparence vis-à-vis des personnes concernées. Il faut bien penser à informer les personnes concernées et leur permettre d'exercer leurs droits. Je laisse maintenant la parole à Valérie. Je vais juste faire une petite parenthèse que j'ai oublié de faire au début. D'une part, les supports seront mis à disposition sur le site. D'autre part, il y a une petite enquête qui va vous être envoyée pour ceux qui sont connectés pour avoir votre retour sur cette formation. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sur le chat ou en salle et les retenir. Et à la fin de la session, on essaiera de balayer un maximum de questions, mais on va d'abord balayer le sujet. Alors, quand on parle du SNDS, de quoi on parle? Surtout que c'est un sujet qui a énormément évolué, comme l'a souligné Manon, avec beaucoup de textes réglementaires qui ont fait évoluer son périmètre. On parle d'une base de données qui, au départ, réunissait uniquement les données hospitalières, qu'on appelle les données du PMSI, qui rassemble l'ensemble des parcours de soins hospitaliers, établissements publics et privés au travers d'une base. Et puis en 1999, il y a eu le premier regroupement de bases de données nationales permettant de faire un suivi des parcours de soins avec d'une part les données ambulatoires, qu'on appelait alors SNIRAM, et les données hospitalières chaînées. Donc on a un premier ensemble en 1999 de rassemblement des parcours de soins des Français. Et la première fois qu'on voit la notion de SNDS, Système national des données de santé, apparaître dans les textes, c'est avec la loi de santé de 2016, où on a un rassemblement de différentes composantes qui sont réunies et qui donnent une vision longitudinale des parcours de soins, avec d'une part, évidemment, les données ambulatoires et hospitalières que l'on avait déjà en 1999. À celles-ci vont s'ajouter les causes médicales de décès issues et gérées notamment par l'INSERM. Un échantillon de données issues des organismes complémentaires. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de travaux quand même quand on parle des parcours de soins sur le reste à charge. Donc ça, c'est une des sources de données qui est listée, mais aujourd'hui, elle n'est pas encore intégrée. Et puis, une dernière composante qui sont des données sur le handicap, autrement dit, les données issues des MDPH pour pouvoir suivre les prises en charge des personnes handicapées qui sont en cours de recueil et d'ingestion et qui doivent venir s'ajouter à ce périmètre-là. Et puis, on a la loi de 2019, dont a parlé Manon, qui a fait évoluer considérablement le périmètre du SNDS, puisque ici, on est sur un rassemblement de bases dans le cadre de la loi de 2016. Et avec 2019, sont des données du SNDS, l'ensemble des données de santé financées par la solidarité nationale. Donc, on n'est plus sur des bases qui alimentent un système, on est sur un système de bases de données qui rentre dans le champ du SNDS. Donc, on va avoir toutes les données qui font l'objet d'une prise en charge médicale.
Donc, on va avoir les registres, les dossiers médicaux, etc., etc. Donc, on rentre sur un périmètre beaucoup plus important. L'idée étant notamment d'harmoniser les modalités d'accès et la gouvernance d'accès à ces données. Alors, quand on parle de la base principale du SNDS, donc la base où on a données ambulatoires, données hospitalières, cause médicale de décès et prochainement les données sur la dépendance, de quoi on parle? Eh bien, on parle d'une base de données extrêmement riche. Elle est considérée comme probablement la base de données la plus importante au monde. Pourquoi? Parce qu'elle suit les parcours de soins de l'ensemble de la population française, de la naissance jusqu'au décès, sur une période de 20 ans à terme. Donc, vous avez tous les parcours de soins de la population. On n'est évidemment pas sur des données identifiantes, on est sur des données pseudonymisées. Et l'ensemble des données qui transitent notamment par votre carte vitale alimentent cette base de données. Donc, on va savoir les consultations, les achats de médicaments, les parcours de soins hospitaliers de 2006 jusqu'à terme 2025, ce qui en fait une base de données extrêmement riche pour pouvoir faire de l'analyse sur des parcours de soins, des estimations sur des prises en charge ou des variations. Alors, elle est très riche, mais néanmoins, elle n'est pas magique non plus, puisqu'elle a très peu de données cliniques. Vous n'avez pas de diagnostic, très peu, sauf quand il y a une prise en charge médicale. Vous allez avoir la consultation réalisée chez le médecin, le médicament délivré à l'hôpital, l'acte d'IRM, le coût associé, mais il n'y a pas derrière d'évaluation sur le diagnostic potentiel ou le résultat d'une analyse biologique. On sait que vous avez fait une analyse biologique, mais pas. Donc ça, c'est un peu la limite. Elle est chouette, elle est super exhaustive, hyper longtemps, toute la population française, mais il n'y a pas de données cliniques. Donc en fait, quand on va vouloir faire une étude à partir de cette base de données, on va difficilement, par exemple, pouvoir rentrer sur une pathologie donnée, sauf si elle est appréciée via une ALD. On va essayer de la trouver par différentes caractéristiques, par rapport aux médicaments, par rapport aux praticiens. Et ça, c'est une de ces limites. Donc, vous avez notamment tout ce qui est facteur de risque. Ça va être parfois difficile de l'appréhender. Et elle va prendre une richesse encore plus importante quand on va organiser des appariements, des mises en relation avec d'autres sources de données. Donc, quand vous avez une base de données comme ça qui est exhaustive, qui est véridique, puisque c'est ce que vous avez acheté ou qui a été dispensé par les pharmacies, il y a une vraie objectivité dans les parcours de soins, mais elle peut être d'autant plus riche qu'on va pouvoir la chaîner avec des bases de données plutôt cliniques, où dedans, vous pouvez avoir des informations plus précises sur des résultats d'analyse médicale, sur des évolutions d'une pathologie qui sont circonscrites. Malgré tout, en tant que telle, elle est très importante. Alors là, on a parlé de la base principale du SNDS. Je vous ai dit que c'est un périmètre qui a beaucoup évolué suite à la loi de 2019. Elle est évaluée d'une part avec la création d'un catalogue. C'est quoi ce catalogue? C'est un ensemble de bases de données jugées pertinentes à des fins de recherche et pour lequel on va organiser leur mise en relation systématique avec la base principale du SNDS. Pourquoi? Pour optimiser l'accès, faire en sorte que les projets de recherche puissent être mis en œuvre le plus rapidement possible. Aujourd'hui, par exemple, imaginons que vous voulez réaliser une étude sur la base X chaînée avec cette base principale du SNDS et votre collègue veut faire la même chose. Aujourd'hui, une fois on fait l'extraction et l'appariement, une deuxième fois on le fait. C'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps. Et l'idée, c'est de dire, pour des bases de données qui sont beaucoup sollicitées, on va industrialiser cet appariement pour vous faciliter les modalités d'accès. Et c'est ce qui va définir le catalogue, donc c'est ce rassemblement de bases de données qui va également être évolutif, puisqu'on va incrémenter au fur et à mesure des nouvelles bases de recherche qui vont intégrer donc ce catalogue. Aujourd'hui, il y en a une dizaine qui sont des bases de recherche plutôt thématiques. Quand on a parlé tout à l'heure de la base principale du SNDS, on est sur une base de données exhaustive de la population française. Quand on est dans la logique du catalogue, on est plus sur des données, des registres ou des bases de données thématiques. Donc là, vous en avez une première dizaine. Vous voyez, c'est très différent. Vous avez à la fois des cohortes comme Memento, qui sont une cohorte sur la maladie d'Alzheimer. Vous avez la base sur les BNDMR, sur les maladies rares, sur Hépater, sur l'hépatite. Et donc, l'objet, c'est justement d'organiser leur appariement pour que demain, si vous avez une thématique qui mobilise ces données-là, l'appariement y soit fait. Et finalement, une fois que vous avez les droits d'accès, la mise à disposition soit facilitée. Donc ça, c'est déjà un premier élargissement du SNDS. À cela s'ajoute le fait que maintenant, quand vous allez avoir des bases exhaustives nationales, automatiquement, elles vont intégrer
le périmètre de la base principale du SNDS. Tout à l'heure, je vous ai dit que le SNDS historique, c'est le SNIRAM, le DCIR, le PMSI, donc les données hospitalières, les causes médicales de décès. Il y a 2 nouvelles bases de données qui sont venues ajouter suite à la pandémie, c'est SIDEP et SIVAC. Ce sont des données sur les résultats des tests dans le cadre de la Covid ou du dépistage. Et comme ces bases de données sont nationales, hop, elles intègrent automatiquement le périmètre de la base principale du SNDS. Donc en fait, quand on parle du SNDS, on va être que sur des périmètres qui vont venir à évoluer full du temps. Si demain, il y a d'autres bases médico-administratives qui sont créées, j'espère pas dans le cadre d'une pandémie, mais s'il y en a d'autres qui sont créées, elles viendront automatiquement rentrer dans le cadre de cette base principale. Donc on a cette base principale avec un périmètre qui va évoluer, on a le catalogue que je viens de vous présenter, et tout ça, c'est ce qu'on appelle le SNDS centralisé. Pourquoi ? Parce que notamment le HDH est en capacité de mettre à disposition ces données. Et ensuite, on a le SNDS élargi. Je vous ai dit tout à l'heure, la loi de 2019 parle de l'ensemble des données de santé financées par la solidarité nationale. Eh bien oui, il y a tout un ensemble d'autres données qui vont intégrer ce périmètre du SNDS. C'est grosso modo toutes les données de santé quasiment, qui sont liées à une prise en charge. Vous avez également les données d'enquête dans la santé quand il y a des appariements, etc., etc. Donc vous voyez, quand on parle du périmètre du SNDS, il faut être très précis sur ce dont on parle. Est-ce qu'on parle du périmètre élargi? Est-ce qu'on parle de la base principale du SNDS? Donc ce que je vous ai présenté tout à l'heure, qui rassemble les 4 bases de données, c'est très différent. Néanmoins, la logique du législateur, avec l'évolution de ce périmètre, c'est de mettre l'ensemble de ces données sous une même gouvernance, sous les mêmes logiques d'accès, pour faciliter justement leur utilisation et leur modalité d'accès. Cela étant dit, quand on utilise ces données, et là je me recentre sur la base principale du SNDS, donc les données ambulatoires, les données hospitalières, les causes médicales de décès, même si c'est que des données médico-administratives, puisque je vous ai souligné qu'il y avait très peu de données cliniques, on peut faire énormément de choses avec ces données. On peut notamment faire des études, beaucoup d'études épidémiologiques et pharmacologiques, que ce soit sur des calculs d'incidence et des prévalences, que ce soit en termes de pathologie ou de médicaments. On peut également faire d'analyse sur tout ce qui est exposition médicamenteuse, mésusage, etc., etc. Il y a énormément d'études aujourd'hui qui sont réalisées dans le cadre d'identification de facteurs de risque associés notamment à une pathologie. Et puis enfin, comme vous avez une profondeur de 20 ans, 2006 jusqu'à 2025, évidemment, vous pouvez faire de l'analyse de la prise en charge des évolutions, mesurer les switches, mesurer pourquoi telle molécule, à un moment donné, elle est arrivée sur le marché, ça a changé la prise en charge, voire ça a pu avoir des effets au niveau médico-économique de la prise en charge. Donc, il y a un vrai potentiel autour de ces données. Elle est beaucoup utilisée, évidemment, à des fins épidémiologiques, pharmacologiques. Elle est également utilisée dans des logiques plus économie de la santé. Et puis après, comme vous avez une massivité de données extraordinaire, puisqu'encore une fois, on est sur l'ensemble de la population française, maintenant, on a des solutions autour de l'IA qui mobilisent cette massivité des données pour rendre compte et essayer de faire des prédictions pour améliorer les qualités de diagnostic, pouvoir identifier plus rapidement des anomalies ou des choses comme ça. Donc, c'est une source de données en termes d'innovation, c'est une source de données qui peut permettre beaucoup d'innovation en recherche, soit seule, soit parce qu'elle est mise en relation avec d'autres sources de données. Alors là, il faut juste utiliser votre imagination, elle est très nombreuse, puisque de plus en plus de dossiers, quand vous utilisez ces données, mêlent une base de données autre ou d'autres bases de données, environnementales, registres, etc., etc. Et du coup, après, on a une vision de plus en plus exhaustive et large de la prise en charge pour répondre aux questions de recherche qui vous intéressent. Et sur les possibilités d'appariement, je laisse Eric. Oui, bonjour. Donc, sur les possibilités d'appariement, l'idée, ça va être d'utiliser le fait que la base SNDS est, on va dire, indexée avec un dérivé du NIR, donc le numéro de sécurité sociale. Donc, c'est un point commun qui va permettre de relier avec d'autres sources de données qui disposent également du NIR. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'appariement déterministe ou direct. On a les mêmes données d'indexation. On va pouvoir les dériver de la même manière et rapprocher les sources. Dans certains cas, on n'a pas directement le NIR, mais on a les noms, prénoms, etc. Donc, on peut aller chercher dans les fichiers de la population pour retrouver le NIR.
Donc ça marche également. C'est un peu plus compliqué parce qu'on peut avoir quelques échecs si les noms, il y a des fautes d'orthographe, si ça a été mal saisi, les tirets dans les prénoms. Enfin, des fois, on peut avoir, on va dire, l'appareillement est un peu moins certain, mais ça se fait. Et puis, on pense souvent à l'appariement pour les patients, mais on a de plus en plus aussi d'études qui vont se focaliser sur les pratiques des médecins, pratiques des professionnels de santé, et donc eux aussi ont un numéro d'identification, le numéro RPPS notamment, qui permet aussi de croiser des données entre l'activité au sein d'un hôpital et la vision par l'assurance maladie, par exemple. Et puis quand on n'a pas un identifiant commun ou l'identité du patient qui permet de reconstituer cet identifiant avec le NIR, on peut faire ce qu'on appelle un appariement, alors probabiliste, indirect. L'idée, c'est qu'on va utiliser d'autres facteurs, d'autres variables satellites, entre guillemets. On pense tout de suite le sexe, la classe d'âge, une date de soins, une pathologie, des éléments qui vont être communs entre les deux jeux de données, qui vont permettre de dire, OK, là, en fait, c'est le même patient parce qu'il était à l'hôpital le même jour, même heure, pour la même pathologie, dans le même service. A priori, c'est bien la même personne. Là aussi, en fonction de la finesse des variables et de la qualité de leur saisie, l'appariement peut être complet, mais on a rarement du 100% parce que là encore, les dates ne sont pas forcément bien saisies, ou il y a un petit décalage, ou la pathologie n'est pas renseignée de la même manière. Donc il peut y avoir un petit taux de déchets, entre guillemets, où on ne va pas être sûr de retrouver la bonne personne, ou alors on en retrouve deux qui correspondent et on n'est pas sûr d'avoir le bon patient. Mais bon, ça se fait, et maintenant, en plus, avec les algorithmes d'IA, on est capable, on va dire, d'étendre encore plus le nombre de variables pour recouper les données, donc ça s'améliore. Et au passage, Manon vous a parlé tout à l'heure de la distinction données pseudonymisées, anonymisées, etc. Si on est capable de les apparier, c'est qu'elles ne sont que pseudonymisées, puisqu'on va être capable de faire une corrélation, donc là, forcément, s'il y a corrélation, ce n'est pas anonyme. Donc voilà, pour faire ça, pour vous aider à faire ça, si vous avez ce projet de croiser des différentes sources de données, la CNIL a sorti un guide pratique en 2021 et plus récemment des fiches pratiques détaillées qu'on a écrites avec le CASD qui en fait vont vous expliquer tous les types de circuits, si vous avez le NIR ou pas, si les données sont chez vous, si elles sont extérieures, etc. Donc vous avez des fiches pratiques qui sont disponibles sur le site de la CNIL pour faire ça. Typiquement, ça va ressembler à ça. Alors, n'ayez pas peur. Hein. Pour les spécialistes, ça marche très bien. On va vous expliquer comment faire circuler le NIR avec un tiers de centralisation éventuellement, etc. pour tout ça. L'idée, c'est quoi? En fait, c'est que forcément, je vous l'ai dit, quand on apparie les données, on augmente le risque de réidentification puisqu'on va augmenter encore la quantité de données. On va justement précisément utiliser des variables plus ou moins réidentifiantes, l'âge, le sexe, les dates de soins, etc., qui sont typiquement des variables qu'une personne malveillante utiliserait pour réidentifier des données qu'on avait désidentifiées. Donc, pour limiter les risques, on va faire en sorte que le NIR circule, mais séparément, toujours séparément des données cliniques. Donc, on va avoir un premier circuit qui va traiter le NIR et un autre circuit qui va traiter les données cliniques, et c'est à l'arrivée seulement qu'on les remet ensemble. C'est ce que vous avez peut-être entendu parler des numéros d'accrochage. C'est des identifiants temporaires qui permettent de faire circuler les données. Et si jamais quelqu'un les intercepte, il leur appelle NIR dessus, par exemple. Donc là encore, pour limiter les risques au moment de la circulation des données pour faire les appariements. Mais donc voilà, ça se fait. On a déjà réfléchi à tout avec des spécialistes. Le plus simple, c'est d'appliquer les circuits. Il y en a maintenant 7 ou 8 qui décrivent en fait les modalités où on est sûr que ça marche et où on est sûr que c'est sécurisé. Et après, je passe la parole à modalité d'accès. C'est qui? C'est ça. Merci. Donc là, on a pu voir dans le temps précédent une présentation du SNDS, donc c'est-à-dire quelles sont les données qui vont pouvoir être mobilisées. Donc comme c'est assez complexe, je refais une petite synthèse à mi-parcours, mais donc avec le SNDS central qui est composé d'une part de la base principale, donc à savoir des données exhaustives sur l'ensemble de la population, et du catalogue, donc des données non exhaustives, mais qui présentent un intérêt public fort, donc le SNDS central, et des autres données financées par la solidarité nationale. Et donc ce SNDS, comment on y accède et quelles sont les modalités d'accès, c'est ce qu'on va voir maintenant. On peut distinguer 4 modalités d'accès à ces données. La première, c'est l'accès en open data, à savoir l'accès à des données qui sont disponibles en open data, c'est-à-dire qu'elles sont anonymes et on peut y accéder facilement sans autorisation préalable de la CNIL.
et des accès aux données pseudonymisées du SNDS. Donc, 3 types d'accès. Le premier, c'est l'accès permanent. L'accès permanent, donc, c'est un accès pour une liste d'organismes qui ont une mission de service public. Donc, c'est des équipes de recherche de CHU, l'INSERM, HAS, ANSM, etc. Donc, c'est une liste qui est fixée par décret, mais Manon en dira quelques mots tout à l'heure. On a les accès ponctuels pour un projet de recherche. Donc, c'est vraiment, je veux réaliser un projet spécifique sur les données du SNDS et l'utilisation des données du SNDS pour alimenter un entrepôt. Dès lors que vous souhaitez accéder aux données du SNDS, se pose la question de la finalité pour laquelle vous pouvez utiliser ces données. Il y a 2 étapes, on va dire, pour identifier cette finalité. La première, c'est que tous les traitements dans le domaine de la santé, donc ça c'est applicable pas uniquement aux données du SNDS, c'est vraiment pour tout traitement de données de santé en France, le traitement doit poursuivre une finalité d'intérêt public. Cet intérêt public, pour le démontrer, il faut se fonder sur le bénéfice du projet, sa finalité, l'intégrité scientifique, des obligations de transparence. Et ce qui est important de préciser, c'est que l'intérêt public peut être poursuivi par des acteurs privés. Ce n'est pas du tout antinomique. On peut très bien réaliser une recherche pour évaluer l'efficacité d'un dispositif de télésurveillance même si ça a un intérêt économique, ça a un intérêt public de savoir que tel dispositif permet de réduire les hospitalisations, par exemple. Donc l'intérêt public n'est pas du tout antinomique avec un intérêt privé, mais en tout cas, il faut qu'il y ait un intérêt public. En plus de cet intérêt public, pour le SNDS s'ajoutent on va dire des précisions sur cette finalité. En plus d'être public, il faut d'une part s'inscrire dans les finalités autorisées et d'autre part ne pas poursuivre les finalités interdites. Les finalités autorisées sont listées, elles sont assez larges. On a la recherche, les études ou les évaluations dans le domaine de la santé, on a la surveillance sanitaire, on a l'information sur la santé ou encore la connaissance des dépenses de santé. Ça, c'est les finalités qui sont autorisées. Et en plus de ça, on a des finalités qui sont interdites, explicitement interdites. Donc la promotion de produits de santé à destination des professionnels de santé ou encore l'exclusion de garantie d'assurance. Maintenant, on va s'intéresser à des obligations spécifiques, mais cette fois-ci pour la base principale uniquement. La base principale, donc, qui fait partie du SNDS centralisé, a 2 responsables conjoints de traitement, la Caisse nationale d'assurance maladie, la CNAM, et le Health Data Hub, ou la plateforme des données de santé. Il faut distinguer d'une part les obligations qui sont liées à la constitution de la base principale, et d'autre part les obligations liées à la réutilisation de ces données. Concernant la constitution de la base principale, il y a donc des obligations qui sont supportées principalement par les responsables conjoints. Donc d'une part, une information individuelle qui est réalisée par la CNAM, d'autre part, une information collective sur le site internet du Health Data Hub concernant l'identité, les coordonnées des responsables de traitement, les modalités d'exercice des droits, etc. Et des spécificités concernant l'exercice des droits, avec le fait qu'il n'est pas possible d'exercer son droit d'opposition pour la constitution de la base principale. On ne peut pas s'opposer, on ne peut pas refuser que ces données n'alimentent la base principale du SNDS. Les autres droits, ça concerne bien que le droit d'opposition. Et l'exercice des droits se fait auprès du directeur, en l'occurrence la directrice du Health Data Hub, ou du directeur ou de la directrice de l'organisme gestionnaire d'assurance maladie obligatoire dont relève l'assuré. Donc si vous voulez exercer vos droits, ça peut être auprès de cette personne ou de l'organisme dont vous relevez. Ça, c'est pour les obligations spécifiques à la constitution de la base. Et maintenant, sur la réutilisation de la base de données. Concernant l'information, il faut distinguer 2 cas. Soit vous avez accès uniquement aux données de la base principale, et dans ce cas-là, les données, comme ça a été dit par Valérie tout à l'heure, elles sont pseudonymisées. Et donc, si vous accédez uniquement aux données de la base principale, vous n'avez pas de moyen de pouvoir identifier les personnes dont vous allez traiter les données. Donc, dans ce cas de figure-là, l'information peut être collective. Et en cas d'appariement, la situation est un peu différente, puisqu'en cas d'appariement, vous venez avec vos propres données,
que vous allez chaîner avec les données de la base principale. Donc vous vous retrouvez dans une situation classique où vous allez devoir informer les personnes dont vous avez les données. Et donc dans ce cas-là, vous vous retrouvez dans une situation très classique où vous devez informer individuellement les personnes ou, en cas d'impossibilité ou d'effort disproportionné, recourir à une dérogation et informer de manière collective. En plus de ça, il y a une information collective sur le site de la plateforme des données de santé qu'on va voir juste après. Et quelques précisions sur l'exercice des droits. Le droit d'opposition est possible puisqu'il s'agit de la réutilisation des données par des porteurs, sauf pour les accès permanents. Dans ce cas-là, le droit d'opposition ne sera pas possible. On ne peut pas s'opposer à ce que l'ANSM, dans le cadre de ses missions et de son accès permanent, utilise les données pour mener ses missions de surveillance. Mais pour le reste, le droit d'opposition est possible. Quant à l'exercice des droits, comme il s'agit bien de la réutilisation, c'est le délégué à la protection des données de l'organisme qui réutilise les données auprès duquel il faudra réaliser la demande. Donc, on parlait dans la slide précédente d'une obligation d'information collective. Elle doit être attachée à ce qu'on appelle une obligation de transparence. C'est-à-dire qu'en contrepartie de cet accès aux données qui sont donc pour l'ensemble financés par la solidarité nationale, il y a une obligation, une contrepartie qui est d'informer sur les traitements qui sont réalisés pour utiliser ces données. Cette obligation de transparence, elle pèse tout au long de la vie du traitement, savoir en amont du traitement, renseigner sur le site du Health Data Hub les caractéristiques du projet, et en aval, une fois que l'étude ou le projet est terminé, renseigner les résultats et la méthodologie de l'étude qui vont être donc publiés. Et en cas de question, il y a un guide, donc le lien sur le support est cliquable une fois que vous l'aurez, qui comporte tous les éléments propres à cette obligation de transparence. Alors, Eric, je te laisse la parole sur le... Merci. Alors effectivement, vous voyez bien qu'on a l'ensemble de la population, des données qui ne sont que pseudonymisées. Bon, c'est déjà ça, mais on a compris que ça ne fait pas tout. Et donc l'idée, c'est de traiter ces données dans des sphères sécurisées, suffisamment sécurisées pour que justement, on ne puisse pas trop y accéder si on n'a pas validé tous les principes juridiques, justement, si on a déjà le droit de traiter ces données. Donc ça veut dire qu'on va gérer les habilitations, gérer qui accède et ce que les gens font sur les systèmes. Donc pour préciser tout ça, on a un référentiel de sécurité. La première version datait de 2017, il vient d'être mis à jour en mai de cette année. C'est vraiment un socle d'exigences communes en termes de sécurité générale du système. C'est un document technique, on ne va pas se le cacher. C'est un guide de sécurité pour l'ensemble du SNDS. Alors ça s'applique au SNDS central, les bases de l'assurance maladie, les bases hospitalières. Ça s'applique également, bien sûr, à tous les systèmes secondaires, ceux qui récupèrent des données pour les appareiller, par exemple, pour les traiter dans d'autres systèmes. Et donc, on a vraiment un ensemble de bases de données qui vont être toutes concernées par ce référentiel. Le référentiel, même si la base de données fait juste un transfert de données pour alimenter le SNDS central, là aussi, le transfert doit être protégé. Donc, même celles qui ne donnent pas accès directement aux données, s'il y a transfert, on va protéger le transfert aussi. Mais globalement, on va surtout parler de bulles sécurisées. C'est le terme qu'on emploie, on va dire, au quotidien pour désigner les plateformes qui donnent accès au SNDS et qui sont conformes à ce référentiel. Alors avec la nouvelle version depuis le mois de mai, pour les nouveaux systèmes, ceux qu'on va créer aujourd'hui, il faut qu'ils soient conformes dès le départ, ça c'est la règle générale. Et par contre, pour les anciens, il y a une période de transition. Donc ceux qui étaient déjà conformes au référentiel de 2017, ils ont 2 ans pour se mettre en conformité. Ceux qui n'étaient pas soumis à ce vieux référentiel, eux aussi ont 2 ans pour se mettre en conformité parce que le périmètre a un petit peu été élargi. Mais on ne reste pas 2 ans sans rien faire. L'idée, c'est qu'on a 6 mois, alors 6 mois depuis le mois de mai, c'est le mois prochain, pour créer un plan d'action de mise en conformité, c'est-à-dire indiquer la trajectoire pour se mettre à niveau, en fait.
Et dans cette trajectoire de mise à niveau, il y a une notion de risque et de conduire une analyse de risque pour justement cette mise à niveau, la cibler en priorité sur les points qui sont les moins conformes et ceux qui présentent le plus de risques pour les données. Alors pour vous présenter rapidement les grands principes de sécurité du SNDS, on a parlé de la pseudonymisation, c'est une défense en profondeur, c'est-à-dire que par défaut, si quelqu'un accède aux données, il n'a pas les noms, prénoms, il n'a pas le NIR en clair, il a des données pseudonymisées avec un identifiant codé. Ça, c'est déjà la base. Ça permet pas mal de choses, c'est-à-dire en remplaçant le NIR par un pseudonyme, mais le pseudonyme, il est quand même dérivé du NIR, c'est-à-dire que si on a la clé qui permet de faire cette dérivation, on peut quand même faire les appariements. Donc c'est comme ça qu'on peut faire ces appariements entre différentes bases de données qui détiennent le NIR, puisque grâce à l'assurance maladie, ils ont les moulinettes techniques qui permettent de retrouver l'identifiant SNDS pour relier les données entre elles. Ensuite, quand on va consulter les données, on va faire en sorte que cet identifiant ne soit pas le même pour tous, pour éviter les appariements non désirés ou malveillants, on va dire. Donc, si différents projets de recherche accèdent à des bouts du SNDS, ils n'auront pas le même identifiant, parce qu'ils n'ont pas demandé l'appariement, eux, et qu'on ne veut pas que si les données fuitent, quelqu'un puisse les recroiser. Là encore, pourquoi ? Parce que si on croise les données, on augmente le risque de réidentification, c'est une attaque de corrélation. Donc, pour éviter ça, on a des pseudonymes distincts. Et puis, si jamais on a un doute que peut-être quelqu'un a réidentifié une base de données, les pseudonymes ne sont plus vraiment pseudonymes à ce moment-là, on va avoir des règles de renouvellement, pouvoir régénérer des nouveaux codes pour justement brouiller encore un peu les pistes et compliquer la tâche des personnes malveillantes, on va dire comme ça. Et ça, c'est la défense en profondeur. Effectivement, ça ne fait pas tout. Le SNDS est tellement riche qu'il y a tellement de variables qu'on peut retrouver sa voisine qu'on a croisée à la salle d'attente du médecin hier et qu'on a revue à l'hôpital après-demain. On va recroiser les dates, la pathologie, l'âge, on va pouvoir la retrouver dans la base. Donc, pour éviter ça, on va aller sur la gouvernance et l'homologation des systèmes et on va se dire, OK, tous les systèmes qui traitent les données du SNDS doivent être sécurisés avec une gouvernance qui va réévaluer la conformité tous les 3 ans à minima, avec des données qui seront de toute façon accessibles à une équipe restreinte, typiquement l'équipe projet qui a demandé l'accès, mais pas tout l'organisme. Par exemple, on a des accès au niveau de l'INSERM, ce n'est pas tous les chercheurs de l'INSERM qui accèdent au SNDS, c'est ceux qui ont fait une demande sur un projet et qui vont accéder au jeu de données strictement nécessaires pour leur projet. Ça veut dire aussi que les personnes qui accèdent au SNDS vont devoir s'engager sur la confidentialité des données. Donc, je ne fais pas sortir les données pour les envoyer à des camarades, même si ce sont des scientifiques amis. Voilà, il y a des règles. Il y a des règles aussi de ne pas essayer de réidentifier les données. On peut faire des appariements, mais on n'a pas le droit d'essayer de retrouver son voisin, sa belle-sœur, j'en sais rien, dans la base de données, ou des VIP, ça arrive aussi. Évidemment, tous les ministres, ils sont traités aussi par le système de santé. Donc voilà, on avait vu des tentatives de réidentification sur les vaccins du président de la République, je crois, à une époque. On a l'engagement aussi à ne pas poursuivre une des finalités interdites. Donc là aussi, c'est une charte. On doit s'engager, pour pouvoir accéder aux données, à respecter ces interdictions. Et puis, bien sûr, il faut pouvoir publier les résultats à un moment. On est quand même sur des projets de recherche, on veut publier des résultats, et donc pour ça, on va avoir le droit quand même de sortir des tableaux de chiffres, des courbes, etc., des courbes de mortalité, des courbes de bénéfice d'un médicament. Mais à ce moment-là, les données devront être anonymes. C'est la deuxième ligne. Anonymisation, c'est la condition d'extraction des données. Donc on va pouvoir sortir des tableaux de chiffres tant qu'ils ne sont pas trop détaillés, tant qu'on n'a pas un patient tout seul dans une case où on se dit « Ah oui, le centenaire qui a réussi à survivre de son cancer grâce à telle maladie, je le connais en fait ». Donc, il y a des règles pour anonymiser les données. Maintenant, vous les avez détaillées. Donc là aussi, c'est un travail particulier à faire si on veut sortir des données du SNDS. Et enfin, globalement, l'ensemble des plateformes vont devoir appliquer des mesures de sécurité à l'état de l'art. Alors, c'est à la fois simple et pas simple. C'est-à-dire que l'état de l'art, c'est quand même un niveau de sécurité qui est assez substantiel, puisqu'on va devoir conduire une analyse de risque complète, réévaluer régulièrement, parce que les attaquants sont tous les jours un peu plus malins, donc il faut mettre des protections renforcées. On va avoir des plateformes et des systèmes avec des espaces de travail, des espaces projets, où les chercheurs vont travailler dans une bulle sécurisée. Là aussi, il faut maîtriser les accès à ces systèmes. Le point principal, ça va être l'authentification multifacteur, c'est-à-dire comme quand vous allez autoriser un virement bancaire ou que vous rentrez avec un deuxième code reçu par texto, reçu par d'autres moyens.
ça permet de s'assurer de l'identité de la personne qui se connecte au système. Donc déjà, on est certain que ce n'est pas n'importe qui vient, et puis aussi, on est certain qu'on va pouvoir tracer l'activité de la personne qui s'est connectée. D'où la charte, et d'où le fait qu'on leur dit, en gros, ben, vous avez le droit de jouer avec les données du SNDS, mais on sait qui est connecté, et on sait ce que vous faites, car on garde des traces, et on est capable d'aller auditer ces traces de manière régulière aussi pour détecter qu'on a un chercheur qui est en train de faire un peu trop de requêtes avec à chaque fois un seul patient. Il est peut-être quand même en train de regarder ce que fait son beau-frère. Donc par rapport à ça, on a ce niveau de surveillance des traces. Et ça suppose aussi une revue annuelle des habilitations. Revue des habilitations, ça veut dire que les équipes de recherche changent. Il y a des entrées, il y a des nouveaux, il y a des gens qui partent à la retraite, qui partent dans un autre organisme. On va fermer les comptes de ces personnes-là quand ils n'ont plus besoin d'accéder aux données du SNDS. Donc voilà, c'est des règles de sécurité de base, mais bien sûr, vu la richesse et les risques de réidentification sur le SNDS, l'ensemble de ces mesures doit être appliqué au meilleur niveau. Alors heureusement, rassurez-vous, il y a déjà des gens qui ont fait le travail. Et donc, on a déjà pas mal de plateformes qui sont conformes à ce référentiel de sécurité. Alors, historiquement, le portail de la CNAM et celui de l'ATIH, bien sûr, le SData Hub, également le Centre d'accès sécurisé aux données, le CSD. Alors, eux, ils ont un autre système, c'est un terminal biométrique, mais ça marche aussi. Et puis, on a tous les systèmes FIS homologués, enfin, je dis tous, il n'y en a pas tant que ça, qui ont eu besoin d'importer les données du SNDS chez eux et qui donc ont mené cette démarche d'homologation par rapport au système et au référentiel de sécurité du SNDS. Alors, si jamais vous voulez vous lancer, rappelez-vous que l'homologation, c'est un acte formel qui engage la direction de l'organisme qui va devoir attester que le système est conforme et l'attester suite à un dossier complet d'analyse de sécurité, de plan d'action, s'engager aussi sur le plan d'action pour mettre à jour les mesures de sécurité. Donc, c'est vraiment un acte fort, c'est une décision datée et signée, et qui doit être révisé tous les 3 ans. Bien sûr, dans cette homologation, on va viser à la fois le périmètre du système et la version du référentiel. Et ce qui est très important, c'est que les actions qui sont identifiées soient suivies. C'est-à-dire qu'on va pouvoir démarrer le système en sachant que l'analyse des traces n'est pas tout à fait terrible, mais bon, ça marche quand même, mais que dans 6 mois, on va avoir un meilleur système pour gérer les traces, par exemple. Donc pour ça, il faut qu'il y ait un pilote pour cette action qui va être garant du fait que dans 6 mois, les traces marcheront mieux. Ce n'est pas juste une liste au Père Noël. Il faut qu'il y ait des gens qui soient vraiment désignés comme pilotes sur ces différentes actions. Et quand la CNIL autorise un traitement de recherche qui utilise un système homologué, on va s'intéresser pour voir si le plan d'action a été suivi, si le niveau est respecté en termes de sécurité. Et également, pensez à renouveler l'homologation tous les 3 ans, mais il ne faut pas s'y prendre la veille, parce qu'il faut convoquer une nouvelle commission d'homologation. Il faut donc remettre à jour tous les documents de sécurité, redésigner de nouvelles actions et un nouveau plan d'action. Donc, il faut l'anticiper facilement 6 mois avant. Et je repasse la main à Manon. Les joies du direct. Alors, je vais vous parler des accès permanents. Donc, les accès permanents sont prévus, comme je vous le disais tout à l'heure, par la loi et sont déclinés dans le décret d'application relatif au SNDS. Et donc, les accès permanents, les accès permanents sont prévus par la loi. Donc, c'est une autorisation législative de traiter les données du SNDS. Et donc, comme disait Yacine tout à l'heure, les organismes qui bénéficient de cette autorisation législative de traiter les données du SNDS sont listés dans le décret relatif au SNDS. On a plus d'une trentaine d'organismes, notamment l'État, un certain nombre d'établissements publics, mais également d'établissements chargés d'une mission de service public. Et donc, le décret relatif au SNDS va préciser la nature des données que ces organismes peuvent traiter pour les besoins de leur mission, et notamment la profondeur historique et plus spécifiquement les composantes du SNDS que ces organismes peuvent traiter. Donc bien entendu, il n'est pas possible d'appareiller ces données avec d'autres sources de données dans le cadre d'un accès permanent. Là, on bascule dans la procédure de formalité préalable classique et plus spécifiquement dans la procédure d'autorisation de la CNIL.
Cet accès aux données ne peut être utilisé que dans le cadre strict des missions qui sont dévolues à l'organisme. Voilà, ces traitements de données du SNDS ne peuvent être mis en œuvre que pour répondre aux missions de l'organisme en question. Donc voilà, dès lors que ces études sont déconnectées de la mission dont est investi l'organisme, on bascule dans la procédure d'autorisation de formalité préalable classique. L'accès à ces données est bien sûr intuitu personné, donc il faut gérer les habilitations comme dans n'importe quel accès aux données du SNDS et doit être proportionné aux besoins. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un organisme a une autorisation législative de traiter les données du SNDS qu'il doit systématiquement traiter toutes les données du SNDS pour mettre en œuvre les traitements de données. C'est-à-dire qu'il doit à chaque fois ne traiter que les données qui sont strictement nécessaires pour parvenir à l'objectif poursuivi. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une autorisation législative déclinée dans le décret SNDS de traiter les données. Donc, il n'est pas nécessaire de réaliser une formalité auprès de la CNIL dès lors que les conditions prévues par la loi et le décret sont remplies. Par contre, n'en demeure pas moins que le RGPD va s'appliquer et doit être respecté. Donc, il va falloir documenter en interne la conformité des traitements de données du SNDS qui sont mis en œuvre dans le cadre des accès permanents dont bénéficie un organisme. Il faudra bien sûr inscrire ces traitements dans le registre des activités de traitement. Par ailleurs, et ça permettra de répondre à l'une des questions qui est dans le chat, il faut transmettre à la plateforme des données de santé la liste et les caractéristiques des traitements qui sont mis en œuvre par les organismes qui disposent d'un accès permanent à des fins de transparence vis-à-vis du grand public, puisque cette liste des traitements et de leurs caractéristiques doit être publiée par la plateforme des données de santé. Et enfin, il y a aussi une transparence vis-à-vis de la CNIL, puisque ces traitements sont dispensés de formalité auprès de la CNIL. Et donc, les organismes doivent, dans un délai maximal de 3 ans qui suit la publication du décret SNDS, et comme je vous le disais tout à l'heure, le décret SNDS a été publié le 29 juin 2021, donc nous aurions dû recevoir en juin 2024 tous les rapports d'évaluation des organismes qui disposent d'un accès permanent. Ça n'est pas le cas, donc j'en profite pour ceux qui sont dans la salle et en ligne pour leur rappeler que vous devez nous transmettre le rapport d'évaluation des traitements qui sont mis en œuvre dans le cadre de votre accès permanent, étant entendu qu'en l'absence de transmission, la présidente de la CNIL peut choisir de saisir la formation restreinte de la CNIL pour prononcer des mesures. Je vais maintenant laisser la parole à Marine. Merci beaucoup. Et donc, je vais enchaîner sur ponctuel à la base principale, aux données du SNDS pour un projet de recherche. Donc, c'est le fameux accès sur projet. Donc, il y a effectivement différentes modalités d'accès à la base principale du SNDS. On a commencé à vous présenter notamment les accès permanents. On verra une autre après, ces fameux accès ponctuels. Mais déjà, on va se concentrer sur cette partie-là qui, à mon avis, est celle que vous connaissez déjà un peu et qui Est-ce que ça va? Oui. Donc, il y a deux cas finalement de différentes de façons d'accéder aux données, d'être autorisé à accéder aux données du SNDS, soit par le biais des procédures simplifiées, ce qu'on appelle dans notre jargon les fameuses MR, les méthodologies de référence, soit quand on n'arrive pas à rentrer dans le cadre par le biais d'une procédure d'autorisation. Donc, c'est là que vous échangez avec nous, qu'on se rencontre par visio éventuellement et qu'on peut donc aboutir à une autorisation CNIL. Donc, on viendra dans le détail sur cette procédure-là. Donc, premier cas, les procédures simplifiées, c'est ce qui vous permet de ne pas nous rencontrer, de ne pas avoir à échanger avec nous, et donc, normalement, d'aller plus vite. Et oui, c'est l'avantage. Donc, ce sont les fameuses méthodologies de référence. On commence à en avoir un certain nombre. Donc, ce sont les MR 4 à 8 qui concernent l'accès sur données, puisque du coup, on a d'autres MR, les MR 1 à 3, qui, elles, visent tout ce qui est recherche impliquant la personne humaine, que certains d'entre vous connaissent, mais qui, du coup, là, ne nous intéressent pas particulièrement aujourd'hui. Et donc, ce sont donc pourquoi la procédure simplifiée? Parce que ça va plus vite. On prend connaissance de la MR qui s'applique à notre cas, on en détaille bien toutes les conditions, et quand on est sûr qu'on les respecte, on fait un engagement de conformité à la méthodologie de référence, donc via le site de la CNIL, notre magnifique formulaire.
Et quand vous recevez la notification de récépissé, c'est bon, vous pouvez partir et lancer votre traitement. Sachant que un engagement de conformité vaut pour plusieurs traitements. C'est vraiment attaché à l'organisme qui met en place le traitement. Il est donc inutile de faire cet engagement pour chaque nouveau projet. Donc après, c'est à vous effectivement de faire le travail en interne, de vous assurer que chaque nouveau projet rentre bien dans le cadre de l'AMR et de documenter après en interne, via le registre des traitements, etc., que tout est OK, tout est carré. Un autre, un petit peu différent des MR, mais qui s'applique ici quand on parle d'accès à la base principale, enfin non pas principale du coup, mais à certaines données de la base principale du SNDS, le référentiel ESND, référentiel d'accès simplifié à l'échantillon du SNDS. Je vais finir par avoir des... mais bon, ça va bien se passer. Et donc, ça fait aussi partie des procédures simplifiées, mais là, on est sur un accès un peu plus spécifique, plus ponctuel, et avec une procédure, elle aussi, un peu différente. On viendra un peu plus dans le détail après. Et donc, comme je vous le disais, quand on n'entre pas dans les cases, on n'entre pas dans les clous, et ben, il faut venir nous faire coucou et passer par une procédure d'autorisation alors nous, on va se servir malgré tout de la base que constitue l'AMR, le référentiel qui serait normalement applicable à votre cas. Et en fait, on va analyser les points de sortie. Donc, je reviendrai après sur ces procédures d'autorisation. Et donc là aussi, vous avez un guide pédagogique que vous pourrez aller consulter quand vous aurez accès à la présentation. Donc les MR qui nous intéressent, les référentiels qui nous intéressent en matière d'accès aux données du SNDS, donc je vous l'ai dit, les MR4 à 8 et le référentiel ESND. Donc la MR4, c'est un petit peu spécifique parce que c'est une MR qui est applicable à la réutilisation de données, donc vraiment aux études sur données. Donc on est vraiment sur quelque chose qui n'implique pas la personne humaine, on sort du cadre MR1 à 3. Mais on ne peut utiliser la MR4 pour accéder aux données du SNDS que dès lors qu'on va réutiliser des données déjà chaînées, des données qui sont donc déjà chaînées avec celles de la base principale du SNDS, puisque font partie des motifs d'exclusion de la MR4, tout ce qui est appariement et accès aux données du SNDS. Donc c'est un peu paradoxal. Il y a quand même une voie d'entrée aux données de la base principale du SNDS par la MR4, mais c'est une voie un peu déviée puisqu'il faut que vous accédiez du coup à une base déjà constituée, à un set de données déjà constitué, déjà appareillé. Mais ça reste possible. Les MR qui sont plus directement applicables à l'accès aux données du SNDS, donc ce sont plutôt les MR 5, 6, 7 et 8. Les MR 5 et 6 qui sont donc en vigueur depuis un petit peu plus longtemps maintenant, qui ont été mises à jour en 2018 et qui datent même d'avant ça, et qui elles sont vraiment spécifiques à l'accès au PMSI. Donc on ne peut accéder via CMR que aux données de la base du PMSI, sur la plateforme de la TIH, et vous avez donc de MR, MR5, MR6 applicables à différents acteurs, la MR5 aux acteurs plutôt publics, et la MR6 aux industriels de santé qui peuvent accéder donc à la base au PMSI via un bureau d'études. Donc en gros en passant par une sous-traitance, ou alors quand on est bureau d'études soi-même, bien du coup plus directement. Plus récemment, l'adoption des MR 7 et 8, qui donc ont visé là à élargir le set de données accessibles, puisque là on est vraiment sur la base principale du SNDS, avec des règles spécifiques. Et là aussi, 2 MR, la 7 qui vise plutôt les organismes publics, puisqu'elle s'adresse aux organismes qui mettent en place des traitements dans le cadre de leur mission d'intérêt public. Donc ça n'est pas restreint aux organismes publics, mais on va quand même plus directement parler à ces acteurs-là. Et la MR8, qui, elle, donc, vise les acteurs qui mettent en place des traitements en agissant dans le cadre de leurs intérêts légitimes. Ici aussi, pour ces personnes-là, est nécessaire le passage par un bureau d'études pour accéder aux données de la base principale du SNDS. Donc des modalités spécifiques, des MR qui sont un petit peu plus récentes et qui mettent un cadre un peu plus complet, on va dire, un peu plus strict, puisque ici donc on accède à la base principale, la totalité de la base principale du SNDS, pas seulement au PMSI. Et donc encore une fois, c'est une procédure simplifiée qui fait qu'on ne voit pas, nous on n'a pas besoin d'autoriser, vous pouvez mettre en place vos traitements dès lors que vous respectez les conditions. Et de toute façon, les conditions spécifiques à CMR, elles sont développées dans la deuxième formation, d'où le fait que je présente simplement les MR. Et donc le fameux référentiel ESND, eh bien, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, ça permet d'accéder à un échantillon de la base principale du SNDS via une procédure qui elle-même est un peu plus spécifique et a priori assez efficace et plus rapide, qui vous permet de faire quelques études à partir de cet échantillon. Donc dans le cadre
de cet accès par les procédures simplifiées. Si on n'entre pas dans le cadre, on passe par l'autorisation CNIL, et l'autorisation CNIL, elle va faire intervenir différents acteurs. Bon, déjà la CNIL, vous vous en doutiez, mais pas uniquement, puisque du coup, on passe, et la procédure vous sera présentée en détail juste après, donc je passe vite, mais donc en gros, vous devez accéder par le guichet unique pour l'accès aux données qui est tenu par le HDH, donc la plateforme des données de santé, qui va vous permettre de constituer un dossier et de passer donc par le fameux avis du CESRES, avis qui est nécessaire, puisque c'est l'avis éthique et scientifique qui va permettre d'analyser la dimension intérêt public, la méthodologie, etc. de votre projet, et donc la cohérence en fait de tout ce que vous présentez comme élément pour pouvoir accéder aux données du SNDS. Et ce dossier-là, ensuite, une fois qu'il est donc quand vous recevez l'avis du CESRES, idéalement favorable, n'est-ce pas, on passe auprès de la CNIL qui donc a le pouvoir, a la compétence d'autoriser ou non le traitement en fonction du dossier qui lui est soumis. Donc ça passe par le HDH, vous n'avez pas dans ce cadre-là à nous saisir directement, on reçoit le dossier et toutes les pièces, et éventuellement peuvent ensuite se mettre en place des échanges si on a besoin de pièces complémentaires, de précision, etc. Et c'est là qu'on entre dans vraiment le dépôt d'autorisation auprès de la CNIL et de la manière, donc le déroulé un petit peu de comment ça se passe quand vous déposez une demande d'autorisation. Donc nous, on est tenu par des délais légaux de répondre à votre demande d'autorisation. Donc on a un délai de 2 mois qu'on peut prolonger une fois, donc en tout 4 mois maximum pour se prononcer. Si ça n'est pas fait et que vous n'avez pas d'autorisation ou de refus dans ce délai-là, on considère que votre demande est acceptée. Donc on passe sur un régime d'autorisation tacite. Donc comment ça se passe? Nous, on reçoit les dossiers, on reçoit toutes les pièces qui sont normalement décrites dans le décret et qui doivent constituer votre dossier de manière obligatoire. On les analyse et là, c'est à ce moment-là qu'éventuellement on peut solliciter des échanges, des précisions, etc. À travers donc des demandes de compléments, on peut organiser des réunions, se voir, s'expliquer les choses. Quand j'essaie d'être agréable, ça marche pas. Donc ça peut être aussi un moment très sympa pour nous permettre de comprendre votre dossier et d'échanger. En général, ça se passe très bien. En général. Et donc tout ceci aboutit. Merci. Merci. Je reviens en arrière parce que hop, j'ai trop vite. Et donc tout ceci normalement aboutit, puisqu'il y a quand même, en général ça se passe bien, donc je vous disais, et donc on aboutit à la délivrance d'une autorisation qui vous permet en général, vous diriger vers la CNAM pour la partie conventionnement et donc mettre en place véritablement votre projet. Voilà. Donc ça c'est pour la partie autorisation. Là on a vu les accès ponctuels et vous avez d'autres moyens, un autre moyen d'accéder aux données du SNDS par le biais, on va y arriver, cette fois-ci, hop, ah bah non du coup, oui c'est ça, des entrepôts. Alors Marine vous a présenté les procédures d'accès aux données du SNDS pour un projet de recherche, d'études ou d'évaluation dans le domaine de la santé, donc à travers les méthodologies de référence et à travers la procédure d'autorisation de la CNIL lorsque le traitement n'est pas conforme à une méthodologie de référence. Comme je vous le disais tout à l'heure, depuis 2019, il est possible d'enrichir un entrepôt de données de santé avec les données du SNDS. En pratique, la CNIL a délivré plus d'une dizaine d'autorisations depuis que le législateur a offert cette possibilité aux responsables de traitement. La première autorisation a été délivrée en décembre 2021 parce qu'en pratique, il fallait attendre que le cadre réglementaire se stabilise un peu. Donc, on a plutôt attendu la publication du décret SNDS pour voir quelles étaient les règles qui allaient encadrer le traitement du SNDS, enfin les traitements donnés du SNDS centralisés. Donc, depuis, la CNIL a pu forger une doctrine en matière d'entrepôt comportant des données du SNDS et on a pu voir apparaître 2 types d'entrepôts comportant des données du SNDS. Le type le plus fréquent, c'est lorsqu'on va vouloir chaîner des données existantes, soit des données issues du soin, soit des données issues de précédentes recherches avec les données du SNDS. Donc là, on parle d'enrichissement d'un entrepôt avec les données du SNDS, ce qui implique un chaînage. Et il y a le cas le plus minoritaire à ce stade, à savoir les entrepôts qui sont uniquement composés de données du SNDS. À date, il n'existe qu'un entrepôt, c'est l'entrepôt Magellan. Mais a priori, il y aura d'autres entrepôts qui ont vocation à être constitués uniquement avec les données du SNDS. Alors,
quelles sont les recommandations qu'on peut émettre à ce stade? Et vous allez voir, les recommandations sont relativement basiques si vous avez suivi ma présentation sur les principes clés du RGPD. Donc déjà, première recommandation, déjà définir une finalité. Ça paraît évident, mais c'est mieux en le disant. Donc c'est-à-dire l'objectif pour lequel les données vont être collectées et utilisées au regard de la plus-value scientifique et technique qui va être apportée au traitement de données de la base principale du SNDS. Il ne s'agit pas uniquement de dire « je veux avoir une copie du SNDS pour les mettre à disposition plus vite » ou via une infrastructure que j'estimerais plus sécurisée. Non, là, l'objectif, c'est de dire « voilà, je veux traiter les données du SNDS, j'apporte une plus-value scientifique à ce traitement de données du SNDS. » Et donc, qui dit plus-value scientifique dit expertise. C'est-à-dire qu'il faut quand même que le responsable de traitement ait l'habitude de traiter les données du SNDS. Et cette expertise, elle passe par les expériences passées, les traitements qui ont pu être mis en œuvre par cet organisme. Et cette expertise, elle passe aussi par la mise en place d'une gouvernance spécifique. Donc pour ceux qui sont familiers du référentiel entrepôt de données de santé, il y a toute une comitologie qui est associée aux entrepôts. Et donc là, il s'agit juste d'adapter cette comitologie à la spécificité liée au traitement des données du SNDS. Et en pratique, ça se traduit par le fait d'inclure dans cette comitologie un ou plusieurs experts en matière de traitement de données du SNDS. Deuxième recommandation, minimiser les données. Là encore, on est dans l'application des principes clés. Mais qui dit SNDS dit Big Data. Donc comment est-ce qu'on minimise les données quand on traite des données du SNDS, a fortiori dans le cadre d'un entrepôt de données de santé? Là, l'objectif, c'est de pouvoir identifier quelles sont les données du SNDS dont on aura besoin pour réaliser les projets de recherche qu'on envisage de mener. Et donc, cette déclinaison du principe de minimisation, elle passe par exemple par le remplissage d'une expression de besoin. C'est un document que vous connaissez. Si vous êtes amené à réaliser des projets de recherche dans le domaine de la santé, là, c'est la même chose. Au regard des projets de recherche que vous envisagez de mener à partir de l'entrepôt que vous souhaitez constituer, de quelles composantes du SNDS vous aurez besoin? Par exemple, si vous voulez verser dans un entrepôt de données de santé des données d'études qui portent sur le diabète, je ne sais pas, vous voulez faire un entrepôt thématique sur le diabète, a priori, s'agissant des traitements de données du PMSI, et je parle sous le contrôle de mes collègues du HDH, vous n'aurez peut-être pas besoin des données de tout le PMSI. Est-ce que vous n'aurez a priori pas besoin des données de psychiatrie dans ce genre de cas? Donc c'est comme ça qu'on va appliquer le principe de minimisation. Le principe de minimisation va aussi se décliner lorsqu'on veut faire un chaînage et lorsque l'objectif c'est d'enrichir un entrepôt de données de santé avec les données du SNDS. Donc là, au niveau du chaînage, comme l'a décrit Eric tout à l'heure, on va avoir des appariements indirects ou probabilistes. Il y a une petite querelle de terminologie. Ou alors, on va avoir des appariements directs, notamment avec le numéro de sécurité sociale. Et là, on vous recommande fortement de respecter les schémas types qui ont été publiés. Même chose, et ça je le disais tout à l'heure, la mise en place d'une gouvernance dédiée. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'expertise au départ, mais il faut aussi faire en sorte que durant tout le cycle de vie de l'entrepôt, il n'y ait pas de sortie de route à travers notamment une comitologie et des comités donc composés notamment d'experts SNDS. Bien entendu, il faut aussi définir une durée de conservation des données, prévoir aussi les modalités d'information et d'exercice des droits des personnes, étant entendu que, s'agissant d'un entrepôt de données de santé composé de données du SNDS, a priori, le droit d'opposition aura vocation à s'appliquer. Vous ne pouvez pas reproduire un accès permanent. Vous ne pouvez pas demander à la CNIL de reproduire un accès permanent dont bénéficient les organismes publics. Donc là, les personnes vont disposer d'un droit d'opposition si elles ne souhaitent pas. Si vous souhaitez constituer un entrepôt de données de santé avec des données du SNDS, les personnes pourront s'opposer à ce que leurs données du SNDS soient versées dans votre entrepôt. Par ailleurs, il est nécessaire aussi de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles adaptées. Et là, fort heureusement, le référentiel entrepôt de données de santé de la CNIL est très inspiré de l'ancienne version du référentiel de sécurité du SNDS qui a depuis été mis à jour. Mais là, effectivement, l'objectif, c'est de jongler entre les exigences en termes de sécurité du référentiel entrepôt de données de santé avec les quelques exigences supplémentaires prévues par le référentiel de sécurité du SNDS
Et avec un point d'attention que lorsque vous souhaitez constituer un système fils du SNDS, donc héberger les données sur vos propres serveurs, il est nécessaire d'avoir un dossier d'homologation. Je laisse maintenant la parole à Valérie. Alors, moi, je vais revenir sur, vous voulez utiliser les données à des fins de recherche. Je remets là-dessus. Hein. Je vous rappelle, je suis au guichet, donc on est sur le secrétariat unique des projets. Donc, je reviens sur mon point d'entrée. Donc, vous voulez utiliser ces données à des fins de recherche. Vous savez, Marine vous a dit, il y a 3 acteurs. La CNIL, qu'on peut des fois éviter. Le CESRES, qu'on va difficilement éviter. Et donc, le HDH, au titre, j'ai oublié la zapette, au titre de guichet unique. Excusez-moi. Les obligations. Et donc, on va avoir ce fameux comité national qui va intervenir pour évaluer les projets mobilisant les données de santé, dont ceux de la base principale du SNDS. Et maintenant, vu que vous avez compris que le périmètre est très, très large, grosso modo, toutes les données faisant partie du périmètre du SNDS. Et ce comité, il va intervenir avec une logique pas que scientifique, mais plutôt scientifique. Donc, il va regarder si la finalité présente un caractère d'intérêt public. Est-ce que l'objet qui est poursuivi a un intérêt, un bénéfice pour la société en termes d'amélioration de la prise en charge, par exemple. Est-ce que les données qui sont mobilisées sont pertinentes? Est-ce que ça répond à une question de recherche? Il va également se prononcer sur la pertinence éthique du projet et, grosso modo, sur la qualité et la méthodologie. Il peut rendre 4 types d'avis. Favorable, feu vert. Favorable avec recommandation, feu vert un petit peu moins vert. C'est-à-dire que le projet est très bon, il peut être mis en œuvre. Il y a des petites choses qui peuvent être améliorées et on vous invite à les prendre en compte parce qu'en fait, c'est pour vous permettre de faire encore une analyse plus juste. Donc tout ça, hop, c'est bon. Avis réservé, ce n'est pas une catastrophe. C'est juste que dans le projet que vous avez soumis, il y a des points d'intention qu'ils ne comprennent pas. Et les points d'intention peuvent engendrer des biais. Et du coup, ils sont un peu embêtés en se disant « pourquoi pas, mais ça serait mieux de préciser ». Alors, ils écrivent, vous avez des avis qui sont hyper formalisés, réservés, allez voir ça, allez voir ci, etc. etc. C'est pour vous donner des billes pour améliorer votre dossier. La logique du CESRES, ce n'est pas d'être la police et de censurer, c'est de faire en sorte que les projets qui sont soumis, ils puissent avoir les meilleures chances de réussite. Donc, les réserves sont toujours documentées, précisées, ça peut être sur la méthodologie, la cible, etc. etc. Donc, ce n'est pas du tout un no-go, c'est voilà les réserves, merci d'y répondre, et puis après, hop là, vous aurez un avis favorable. Il y a 85% des projets qui ont un avis réservé au premier examen, qui ont un avis favorable. C'est pour vous dire à quel point ce n'est pas un censeur. Et puis, il y a des fois des avis défavorables, effectivement. Il y en a, je crois, 6%. C'est très rare que ce soit lors du premier examen. C'est souvent au bout du 2e ou 3e examen, parce qu'il y a vraiment une incompréhension majeure. Voire des projets où l'objectif, c'est 2 lignes, la méthodologie, c'est 2 lignes, voilà. Donc là, c'est compliqué. Donc, il y a ces 4 types d'avis, mais grosso modo, on a entre 85 et 90% des projets qui passent par le CESRES qui, in fine, ont un avis favorable ou favorable avec recours. Donc, en fait, ce CESRES, comment il est composé? Il est composé d'une vingtaine de membres listés par arrêté et d'un réseau, par ailleurs, d'experts qui peuvent intervenir sur des thématiques plus spécifiques, plus cliniques. Donc, au total, on a un vivier d'experts d'une 60aine de personnes. Donc le HDH assure le secrétariat du CESRES, c'est pour ça aussi que je suis très intéressée à vous le présenter. Donc, quels sont ces points d'attention? Alors tout d'abord, quand vous soumettez un dossier, l'avantage c'est que vous avez des templates qui s'imposent à vous. Alors vous pouvez dire zut, mais non, il y a un sacré avantage, c'est que la taille est limitée. 150 pages, ça n'intéresse pas, 50 pages, ça n'intéresse pas, 15 et 20 pages, c'est parfait. Donc il y a un template, il faut vous y conformer en termes de protocole et de résumé. Et qu'est-ce qu'il va regarder, le CESRES? D'une part, il va regarder si la finalité, elle est évidente. Elle est claire, elle est explicite. Une finalité, cancer du foie ou analyse des cancers, ce n'est pas une finalité, c'est trop générique. Donc il faut que ce soit une finalité explicite, circonscrite et cohérente. Ensuite, il va regarder, est-ce qu'il y a un intérêt public? Donc comment vous amenez les choses? Qu'est-ce que vous voulez démontrer? Évidemment, quand vous voulez démontrer, on parle de quoi? D'un rationnel. Il va falloir faire un petit rationnel. Vous connaissez plein de choses, mais il va falloir faire un rationnel pour voir comment vous amenez la question de recherche. Là, on voit le caractère scientifique du comité. Ensuite, il va regarder si les données que vous demandez, elles sont pertinentes par rapport à l'objet de recherche. Si vous demandez, vous étudiez la sclérose en plaques et vous voulez avoir tous les parcours de soins
des personnes ayant la sclérose, plus le diabète, etc. Enfin, voilà, et à un moment donné, il faut une mesure. Ça rejoint le sujet de minimisation et en même temps, ça vous permettra d'avoir un jeu de données que vous pourrez traiter plutôt que des massivités trop importantes. Donc, il y a aussi cette logique-là, adéquation entre les données demandées et les objectifs recherchés. Et puis, évidemment, regarder s'il y a des engagements à transmettre les résultats, même si la loi s'impose à vous, c'est toujours mieux de l'écrire. Ça, c'est la première chose. Le deuxième versant, ça va être sur la méthodologie. Il va regarder quelle est la méthodologie qui est décrite, est-ce qu'elle est applicable, est-ce qu'elle est pertinente, est-ce que la population cible que vous voulez investiguer, elle est pertinente au regard de vos objectifs, est-ce que vous ne loupez pas une partie de la population. Enfin voilà, il a vraiment cet œil un peu pédagogique, un peu reviewer par rapport à votre étude, qu'est-ce que vous voulez mettre en œuvre et comment vous le mettez en œuvre. Et quand il y a du flou, il y a un loup, quand il n'y a pas de flou, ça va très bien. Donc il faut essayer de documenter ces différents points. Et si c'est clair, il n'y a pas de sujet. Juste, quand il y a un projet qui passe par le CESRES, vous avez toujours 2 rapporteurs qui sont nommés, un méthodologiste et un clinicien spécialiste du domaine, justement pour avoir cette vision à 360 degrés et pouvoir vous donner un avis le plus explicite et le plus global par rapport à vos besoins. Donc ayez-le en tête et c'est ce qui explique qu'on a un vivier d'une 60aine de personnes. Alors maintenant, vous êtes dans les starting blocks. Sachez, ça maintenant, vous savez si vous faut une demande d'autorisation ou pas. Comment faire? Comme je vous l'ai dit, vous avez en fait un ensemble de documents à rassembler et des templates. Le premier, ça va être le protocole scientifique. On va y revenir rapidement avec une logique relativement classique, sauf qu'on ne vous demande pas d'écrire une bible dessus, mais entre 15 et 20 pages. Vous avez un résumé type. Quand vous allez utiliser les données de la base principale, maintenant on a parlé, c'est l'expression de besoin. C'est quoi cette expression de besoin? C'est un document type qui est en annexe et qui va décrire de façon plus précise, plus technique l'extraction que vous voulez. De façon littérale, vous et moi, on va dire, je sais pas, je veux une extraction de l'ensemble des parcours de soins des gens qui ont le cancer du sein. Et là, dans l'expression, vous allez dire, moi, les cancers du sein, je vais les toper en disant que c'est des personnes qui ont une ALD entre telle année, etc., etc. Donc, il y a une granularité un peu plus technique. Là, on rentre plus dans l'expertise du SNDS pour la compléter. Et pourquoi il faut cette expression de besoin? Parce qu'elle va normer l'extraction précise dont vous allez avoir besoin et qui va être autorisée. Donc, c'est important de prendre du temps pour la compléter. Ensuite, vous avez des déclarations publiques d'intérêt du responsable de traitement et s'il y en a du responsable de mise en œuvre. Vous avez également le formulaire de demande d'autorisation de la CNIL, puisque quand vous soumettez, une fois que vous avez un avis favorable ou favorable avec recours, nous allons soumettre votre dossier pour vous auprès de la CNIL et puis des lettres d'information. Quand vous utilisez les données de la base principale du SNDS, vous n'avez pas besoin de faire une lettre d'information individuelle. Il faudra organiser une information collective, notamment sur les sites du RT et du RMO. Par contre, quand vous chaînez des données avec les données de la base principale, il va falloir organiser une information individuelle. Donc, il nous faudra également cette information individuelle. Et puis après, tout ce qui peut aider à la compréhension du dossier ou également les précédents avis des comités scientifiques, s'il y en a eu ou si vous en avez mis en place. Voilà. L'ensemble de ces éléments sont disponibles sur notre site, évidemment, et la procédure de dépôt se fait via une démarche dématérialisée qui est en ligne. Rapidement, le protocole, je ne vais pas en revenir, mais vous voyez, on est vraiment sur quelque chose assez classique. La présentation de l'équipe, qui est responsable de traitement, qui est responsable de mise en œuvre, ça peut sembler hyper facile. Voilà. Surtout quand il y a plusieurs responsables de traitement, responsables de mise en œuvre. Bien prendre le temps de le caractériser, parce qu'une fois que c'est déposé, si vous voulez le modifier, ça devient compliqué. Donc on peut rigoler, mais ce n'est pas si facile que ça. Les objectifs et la finalité, un petit rationnel, explication des objectifs et de la finalité, et puis un petit volet sur l'intérêt public, en quoi c'est un intérêt pour la société, les engagements de publication, la méthodologie. Alors là, vous savez que c'est le point qui va être focus pour le CSRS notamment. Donc on prend le temps de décrire pourquoi on veut telle population, en quoi c'est d'intérêt. On ne veut pas nécessairement, quand vous utilisez les données de la base principale du SNDS, vous avez des variables sensibles. On ne veut pas toutes les variables sensibles par défaut parce qu'elles existent. On veut celles qui répondent à notre intérêt. Donc il y a un vrai questionnement là-dessus, sur la méthodologie ou sur les traitements que vous allez mettre en place, sur la pertinence des données que vous allez solliciter. Et puis après, il y a plus une partie dédiée à la CNIL, même si le CSRS le lit évidemment, qui est liée aux modalités d'information que vous allez mettre en place, aux flux de données et aux logiques de sécurisation que vous pratiquez.
Voilà rapidement pour décrire le côté expression de besoin, côté protocole, pardon. L'expression de besoin, rapidement, on prend le temps pour le faire parce que s'il y a un delta ou si elle n'est pas bien faite, ça va retarder ensuite les travaux de l'expression de besoin, les travaux de mise à disposition, pardon. Donc c'est important vraiment de bien la compléter et elle est structurante pour définir les données qui vont vous être mises à disposition. Donc évidemment, en général, il faut mieux un expert pour vous accompagner, même s'il y a un guide de remplissage qui existe. Et justement, si je parle de guide de remplissage, je vais très vite sur la documentation ouverte qui est mise à votre disposition pour laisser du temps en question. Il y a énormément de documentation qui sont produites par différents acteurs. Côté HDH, c'est un point d'entrée majeur. Vous avez énormément de formations qui sont mises à votre disposition, qui sont en libre accès. Notamment, je vous invite, si vous ne connaissez pas ces données ou si vous voulez voir un peu ce qu'elles ont dans le ventre, à aller voir les MOOC SNDS, c'est 4 MOOC. C'est sympa, mignon à faire. Vous avez des tests, vous avez des quiz, vous avez une attestation. Si c'est mignon à faire, c'est mignon à faire. Vous en avez 4, vous en avez un sur la base générique. Après, sur les données ambulatoires, les données hospitalières, les causes médicales de décès, vraiment, on a pris du temps à les faire pour vous donner. Voilà. Ça se fait même dans le métro. Donc, je vous invite vraiment à aller les voir. Après, c'est des formations qui sont un peu plus génériques. Ça, c'est côté HDH. Et puis, côté CNIL également, qui fait beaucoup de documentation. Vous avez évidemment, vous allez retrouver tout ce qui est référentiel. Et puis après, naturellement, la commission publie également énormément de fiches pratiques que je vous invite également à voir en complément. En tout cas, on produit énormément. N'hésitez pas à les regarder. Si ça ne répond pas à vos questions, à nous indiquer. Ça nous permettra d'en mettre encore plus. Mais c'est vraiment notre vocation de part et d'autre à alimenter ces éléments-là. Rapidement, si vous voulez utiliser les données, je vais aller vite, sur les données du SNDS, vous avez plein d'outils. Vous avez un dictionnaire qui est en ligne qui vous permet d'identifier en fait l'ensemble des variables qui sont disponibles dans la base principale du SNDS. Ça peut éviter d'aller sur un objectif de recherche qui est impossible parce que simplement, soit la donnée n'existe pas, soit le périmètre que vous recherchez n'existe pas. Donc, c'est à votre disposition. Vous avez des forums d'échange. Alors, pourquoi les forums ? Ça permet de faire de la mutualisation. Donc, quand vous posez des questions, autant que possible, utilisez les forums qui existent, parce que ça nous évite de répondre 40 fois à peu près à la même question, surtout que si vous vous la posez, il y en a plein d'autres. Donc, on vous invite à aller également le compléter. Vous avez également des données de synthèse qui sont mises à disposition. L'avantage, pas de démarche réglementaire. Vous avez des fichiers qui ressemblent, qui ont la même saveur, la même odeur que ceux de la base principale du SNDS, mais ça n'en est pas. Donc, c'est encore mieux et ça vous permet de voir un peu, de toucher, d'avoir un peu de matière pour voir ce qui est la base principale du SNDS. Donc, je vous invite également à les consulter. Je fais un petit zoom parce qu'il y a eu un livre blanc récemment qui a été publié sur les données de santé artificielle, auquel Manon a contribué. Donc, vous pouvez aller également le consulter. Et puis après, on est là à votre disposition, que ce soit la CNIL, la HDH, sur nos sites respectifs pour répondre à vos questions, pour organiser des calls. Enfin, le but, c'est vraiment de faire en sorte que si vous avez un projet, vous avez une idée, même si vous avez un commencement, n'hésitez pas à nous solliciter, on est là pour vous accompagner. Voilà, j'ai essayé de faire rapidement pour rester dans les délais, sachant que là, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir sur les questions et les réponses. Je vous propose de réfléchir aux questions. L'avantage, c'est qu'on en a déjà via le chat, donc ça vous laisse un petit temps. Alors, j'ai déjà quelques questions pour toi, Eric. Lorsque dans une base de données, on n'a pas le NIR pour tous les patients, est-ce qu'on peut coupler les circuits d'appariement ? Donc, c'est-à-dire que, est-ce que lorsqu'on veut chaîner des données cliniques ou des données d'une précédente étude avec les données du SNDS, mais qu'on a le NIR que pour certains patients, est-ce qu'on peut coupler les circuits ? Oui, en effet, on a déjà autorisé des projets de recherche avec des appariements à plusieurs niveaux. Alors après, il faut bien cerner les groupes de population au sein du jeu de données, mais c'est faisable. On peut dire, OK, ceux qui ont déjà le NIR, on va passer par le circuit numéro 1 où j'ai déjà le NIR. L'autre moitié de la base de données où j'ai les noms, prénoms, ou un tiers de la base de données où j'ai quand même les noms, prénoms, mais je ne suis pas sûr du NIR, je vais passer par la reconstitution du NIR. Et puis pour tous les autres où ça n'a pas marché, je vais faire du probabiliste sur des variables de date de soins, de pathologie, etc. Donc effectivement, on peut mixer le tout. Alors ça rend le dossier un peu plus complexe à regarder. Il ne faut pas se tromper, on a différents circuits pour ces différents cas, mais c'est faisable. Deuxième question pour toi. On a une question pour un champion.
est-ce que le CASD est bien concerné par le nouveau référentiel de sécurité du SNDS? Juridiquement, oui. S'il propose des données du SNDS et il a le PMSI, oui, donc oui. Troisième question. Combien de systèmes FIS ont été actuellement autorisés par la CNIL? Ça, c'est une bonne question. Je dirais une vingtaine à la louche comme ça, mais je me trompe peut-être. Étant entendu que la CNIL n'autorise pas des solutions techniques individuelles, c'est-à-dire que la CNIL va autoriser des traitements Qui utilise des systèmes qui utilisent des systèmes FIS. Donc c'est à travers l'instruction de la première demande d'autorisation pour un projet de recherche ou pour un entrepôt qui hébergerait des données du SNDS qu'on va se plonger sur l'architecture technique. Mais si vous venez nous voir en nous disant on veut un papier de la CNIL disant que notre système FIS est conforme, mais s'il n'est pas adossé à un traitement de données à caractère personnel, nous, on pourra vous accompagner, mais on ne pourra pas autoriser formellement ce système FIS s'il n'est pas adossé à un traitement de données à caractère personnel. Et donc oui, effectivement, on est entre 10 et dit autrement, 20. le système FIS, c'est un bout d'un traitement. Oui, En fait. exactement. C'est pas en soi. Voilà. Il faut la finalité derrière, la finalité scientifique notamment, pour avoir un traitement au sens de la loi. Effectivement, on n'autorise pas une solution technique seule. Valérie me souffle qu'il faudrait peut-être définir ce qu'est un système FIS. Oui, non, mais là, c'est vache. En gros, c'est la terminologie qui était dans le premier référentiel de 2017, le référentiel de sécurité. En gros, c'était pour dire qu'on avait la base centrale, celle qui est collectée par la CNAM, qui est gérée à partir de l'assurance maladie, qui est collectée aussi à travers la TIH via le PMSI et les différentes bases qu'on vous a présentées. Et donc, système FIS, c'était l'idée que ce qu'on n'arrive pas à traiter sur les portails nationaux, on va peut-être avoir besoin de les traiter localement. Et donc, on va extraire une partie du SNDS pour le traiter en local. Et c'est alors ce qu'on appelle un système FIS. C'était dans cette logique-là de circulation. Maintenant, les termes sont plutôt autres systèmes SNDS ou systèmes homologués. Enfin voilà, la terminologie bouge un petit peu, mais c'est l'idée qu'en gros, on a les systèmes nationaux qui sont de toute façon homologués d'office et qui sont là pour ça, pour vous donner un accès constant en mode, voilà, vous avez un accès au HDH, vous avez un accès à la CNAM, au CSD. Bon voilà, c'est un peu, on réfléchit pas trop. Voilà, il suffit d'être client entre guillemets et d'avoir droit d'y accéder. Et ce volet système FIS, en fait, c'est ce qui regroupe tous les systèmes qu'on va créer sur mesure pour gérer les données chez soi, parce qu'on ne peut pas le faire sur les portails pour tout un tas de raisons, qu'on ne trouve pas les bons outils ou qu'il y a trop de volumétrie ou qu'on veut mettre des outils d'IA qui sont particuliers. Mais après, il faut quand même se poser la question, déjà faire le tour des systèmes existants, parce que c'est quand même plus simple que de devoir homologuer son propre système. Ça, c'est aussi un conseil. Regardez déjà ce qui existe sur le marché, entre guillemets, en système auquel vous pourriez avoir accès, avant de vous dire, je vais le créer moi-même, parce que derrière, c'est pas juste le créer, il faut le maintenir, il faut assurer sa sécurité dans la durée, et les pirates sont de plus en plus, on va dire, incisifs. Donc voilà, c'est pas forcément un conseil à vous donner de créer par défaut son système FIS, même si on peut se dire, ouais, c'est plus facile, je l'ai chez moi. Non, il y a toujours un énorme coût à gérer un système avec ce niveau de sécurité et potentiellement aussi ce volume de données. Donc, on a également aussi une question sur le champ d'application du référentiel de sécurité du SNDS. Je vais tenter d'y répondre, Eric, parce qu'effectivement, ça relève plutôt de la compétence du ministère de la Santé, qui doit préciser ce champ d'application dans un guide pratique. Mais théoriquement, le référentiel de sécurité du SNDS va s'appliquer dès lors que le critère de la nature des données est rempli. Donc à savoir qu'on est dans les catégories de données listées par l'article L1461-1 du Code de la santé publique, que ces données sont réutilisées pour une finalité de recherche et qu'elles sont mises à disposition d'un tiers. Donc il y a 3 conditions cumulatives pour que le référentiel s'applique, mais on reste dans l'attente du guide qui doit être publié par le ministère de la Santé sur ce point. Eric, tu veux peut-être compléter? avec une petite subtilité sur mise à disposition, c'est-à-dire que le référentiel s'applique en plein si le système est à disposition au sens qu'il ouvre des espaces projets et que les gens viennent chez moi pour consulter les données du SNDS. Donc là, il n'y a pas de doute. C'est l'ensemble du référentiel qui est applicable. Mais si j'ai une base de données qui me sert simplement à alimenter un autre système SNDS, mais sans que les gens viennent le consulter chez moi, je suis quand même soumis au référentiel pour la partie transmission des données. Là encore, parce que si un pirate les intercepte, par contamination, il va peut-être apprendre des infos sur la base cible dans laquelle on importe les données, notamment sur les appareils. Donc la transmission aussi, elle est protégée. Donc attention, c'est pas juste je crée un portail complet, même simplement d'alimenter un autre système SNDS est couvert par le référentiel. Ça montre que le guide qui doit être prochainement publié sera très instructif.
Alors ensuite, on a quelques petites questions sur les modalités d'information et de transparence. Pour la réutilisation des données du SNDS, l'information personnelle peut-elle se faire via un portail de transparence? Alors si on est sur un traitement de données du SNDS exclusivement, notamment dans le cadre des DMR 7 et 8, notamment dans le cadre d'un traitement de données à des fins de recherche mis en œuvre dans le cadre des MR 7 et 8, effectivement, cette information doit être collective et peut être faite via le site web du responsable de traitement. Même chose, lorsqu'on veut constituer un entrepôt de données composées uniquement de données du SNDS, l'information peut être faite via le site web du responsable de traitement. On avait également une question concernant les modèles de rapport d'évaluation pour les organismes qui disposent d'un accès permanent. Je vais laisser Valérie répondre. Alors, dans le cadre de la loi de santé de 2016 et des décrets d'application, il y avait eu alors à la création d'un comité des organismes des accès permanents, donc qui réunissait alors ceux en bénéficiant. Et dans le cadre des travaux de ce groupe, il y a un plan type qui avait été construit et sur lesquels les acteurs s'étaient mis d'accord comme template à compléter et donc à renvoyer à la CNIL. Ce que je propose, c'est à la personne qui a posé la question, si jamais elle n'a pas ce template, c'est de nous contacter soit sur les adresses génériques, soit via LinkedIn. On vous partagera ce template. Après, c'était une proposition du groupe dont la plupart des acteurs ont pris le projet, mais vous pouvez sinon l'adapter à façon. Ensuite, une autre question pour toi, Valérie. Les avis du CESRES ont-ils un caractère contraignant? Alors, le comité, il intervient, le CESRES ou le CPP, ils interviennent, ils donnent des avis. Vous pouvez aller à la CNIL, réglementairement, vous pouvez aller à la CNIL avec un avis défavorable. Vous pouvez aller à la CNIL également avec un avis réservé. La première chose, c'est que si vous allez avec un avis réservé ou un avis défavorable, l'obligation de délai auquel est tenue la CNIL ne s'applique pas. C'est-à-dire que la CNIL, comme a dit Manon, a 2 mois renouvelables éventuellement une fois pour se prononcer, seulement en cas d'avis favorable explicite. Donc si vous avez un avis réservé ou un avis défavorable, vous ne pouvez pas. Après, est-ce que vous êtes obligé de prendre en compte? Encore une fois, comme je vous l'ai indiqué, la vocation du CESRES, c'est une vocation pédagogique, donc c'est pour améliorer vos dossiers. Vous avez des rapporteurs qui connaissent très bien la base principale du SNDS, vous savez souvent des cliniciens qui connaissent très bien la thématique. S'ils vous font des réserves ou des recommandations, c'est à des fins d'amélioration de votre projet. Peut-être qu'ils peuvent avoir mal compris. Pourquoi pas, on peut faire l'hypothèse, mais en général, il y a vraiment une visée d'améliorer votre projet. Donc, on vous conseille vivement d'en tenir compte et de décrocher l'avis favorable. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, in fine, que ce soit à l'issue du premier, deuxième ou troisième examen, quand vous secouez tout le panier et que vous regardez les dossiers, vous avez entre 80 et 90% des projets qui ont un avis favorable. Donc, son but à lui, c'est pas de vous empêcher, c'est au contraire de vous permettre d'améliorer la qualité de votre projet. Donc, on peut que vous convier à prendre en compte ces observations, ces recommandations, ces réserves. Effectivement, ça n'est pas un avis conforme, donc la CNIL n'est pas tenue de suivre le sens de l'avis du CESRES. En pratique, depuis que le CESRES a remplacé le CRS, la CNIL n'a jamais été amenée à autoriser un traitement de données qui avait fait l'objet d'un avis réservé ou défavorable. Donc, parce qu'en pratique, il y a un lien très fort entre la méthodologie d'une étude et l'intérêt public. Or, la CNIL ne peut autoriser qu'un traitement qui poursuit une finalité d'intérêt public. C'est pour ça qu'en pratique, même si la CNIL n'est pas liée par le sens de l'avis du CESRES, donc la CNIL pourrait très bien décider d'autoriser un traitement qui a fait l'objet d'un avis réservé, estimant que les réserves ne sont pas de nature à remettre en cause l'intérêt public. En pratique, il est assez rare que la CNIL soit saisie sur la base d'un avis réservé ou défavorable, étant entendu qu'il y a une petite différence à faire entre l'avis du CESRES et l'avis du CPP, c'est-à-dire que dans le cas d'une recherche impliquant la personne humaine, les dispositions du Code de la santé publique imposent d'avoir un avis favorable. Donc, une recherche impliquant la personne humaine ne peut pas être mise en place sur la base d'un avis défavorable d'un comité de protection des personnes. Alors, on avait, je suis désolée, il nous reste une ou deux questions encore. Alors, où trouver la liste des organismes ayant réussi une homologation référentielle SNDS? Donc, à date, il n'y a pas de liste qui a été publié parce que, comme on vous l'a dit tout à l'heure, une nouvelle version du référentiel a été publiée. Donc, il y a des dispositions transitoires qui s'appliquent. Nous, à date, on n'a pas encore reçu de demande d'autorisation visant à autoriser un traitement
qui serait conforme au nouveau référentiel de sécurité du SNDS. Donc on est vraiment dans une période transitoire. Je pense qu'à terme, l'objectif c'est de publier une liste, mais à date c'est peut-être un petit peu tôt, parce que les organismes qui ont déjà une bulle sécurisée expertisée par la CNIL ne sont pas encore conformes au nouveau référentiel de sécurité. Donc il y a un plan d'action qui doit être déployé, Eric l'a dit tout à l'heure, dans un délai de 6 mois. Ensuite, on avait des petites questions sur l'AIPD. Donc, en pratique, il est vivement recommandé de transmettre une analyse d'impact lorsqu'on dépose une demande d'autorisation auprès de la CNIL, parce que ça aide justement à identifier notamment les flux de données et les mesures techniques organisationnelles qui sont mises en œuvre. Et lorsqu'il s'agit d'une étude mise en place dans le cadre des MR7 et 8, je laisse Valérie répondre. Dans ce cadre-là, de toute façon, l'AIPD elle est obligatoire, donc vous la gardez très précieusement. Et puis, si jamais il y avait eu un contrôle ou quoi que ce soit, vous devrez la produire. Donc, dans tous les cas de figure, il faut la réaliser. Dès que vous êtes sur du traitement personnel de données de santé, c'est un incontournable. Que vous ayez à le transmettre à votre dossier ou à le garder au cas où. Et en complément, effectivement, dans le protocole complet, on a quelques éléments sur les circuits de données et la sécurité, mais ce n'est pas un niveau détaillé suffisant pour que la CNIL puisse utilement utiliser ces informations. Donc, on a vraiment besoin de l'AIPD détaillé si on doit se pencher sur le traitement. Et on a une dernière petite question prospective sur le règlement sur l'espace européen des données de santé. On y travaille. Yacine, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur... Non, si ce n'est qu'on y travaille sur l'implémentation de ce règlement européen et l'impact sur les procédures actuelles qu'on vous a décrites, justement pour faire en sorte que ce soit le plus lisible possible pour l'écosystème. Je vous propose de passer aux questions dans la salle, si vous en avez. Merci beaucoup pour toutes ces clarifications. Est-ce qu'il est prévu à un moment donné d'avoir une méthodologie de recherche dans le cas où on a des bases de données qu'on souhaite apparier pour un projet ponctuel avec des données du SNDS ? Je ne sais pas si ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Oui, dans le cadre de nos réflexions sur la mise à jour de la MR004, on se penche sur la question de la possibilité de permettre des appariements dans le cadre de ce référentiel. Et je pense qu'à ce moment-là, se posera la question de savoir s'il faut ou pas un avis du CESRES. On pourra éventuellement dispenser d'une autorisation de la CNIL, mais est-ce qu'il faudra maintenir un avis du CESRES? La question peut se poser légitimement au regard des degrés de maturité divers des acteurs. On a des acteurs qui sont mûrs sur les traitements de données du SNDS, parce que ce sont vraiment des données spécifiques, comme l'a présenté Valérie, ce sont des bases médico-administratives. Et donc voilà, on se posera la question le moment venu et on va organiser un groupe de travail sur le sujet dans le cadre de la refonte de nos référentiels. Et comme les MR sont finalement des référentiels prêts à porter, on a besoin d'avoir des traitements assez standardisés. Donc, je vous invite d'ores et déjà à regarder les fiches pratiques sur les circuits d'appariement, parce que clairement, d'une manière ou d'une autre, on y fera référence pour cadrer en fait ce qu'on inclura dans ces méthodes de référence. Si on arrive à l'intégrer, ça sera basé sur ces bonnes pratiques générales. Oui. Moi, j'ai une question. Est-il possible d'anonymiser des données de génétique? Eric? Alors non, mais là, on a écrit un beau bouquin là-dessus à la CNIL il y a quelques années, sur les données génétiques. C'est le point sur les données génétiques, vous le trouvez encore en ligne. Est-ce que c'est possible d'anonymiser au sens propre du terme? Effectivement, j'ai des généticiens qui me disent non, mais c'est bon, il n'y a pas le nom du patient, donc c'est bon, c'est anonyme. Alors ça, c'était la définition loi 1978. C'est plus trop le cas. La question, en fait, par rapport à ça, c'est est-ce qu'il y a moyen de recouper avec autre chose? C'est-à-dire que si on prend la donnée génétique brute, hein, c'est-à-dire le séquençage ADN, est-ce qu'il y a moyen de recouper les informations qu'on va lire dans ce séquençage avec des fichiers externes déjà? Si juste à côté, j'ai un fichier avec les diagnostics, avec les marqueurs génétiques pour un patient, je vais retrouver le même marqueur dans sa séquence ADN, donc je réidentifie sa séquence ADN complète. Donc c'est toujours ça la question de l'anonymisation, c'est ce que j'ai des sources externes qui permettent de recroiser les données. Souvent, la donnée génétique, elle vient avec des données cliniques qui réidentifient aussi indirectement le patient par son âge, son sexe, l'établissement où il a été pris en charge, etc. Donc s'il y a un lien avec une table de correspondance de recherche aussi, on ne va pas considérer que c'est anonyme parce qu'on a ces moyens externes de réidentifier la séquence elle-même pour peu qu'il y ait un identifiant commun.
Après, même au-delà de ça, juste les marqueurs, ça permet d'avoir une empreinte génétique et donc de faire cette comparaison. Et je dirais encore au-delà, on a vu il y a 4-5 ans des chercheurs qui sont capables de créer un portrait robot génétique, c'est-à-dire qu'en analysant les gènes d'un individu, ils sont capables à peu près de caler sa morphologie, au sens morphologie du visage, avec un taux de réussite qui était assez effrayant, on va dire dans ce sens-là. On ne sait juste pas l'âge, mais on sait reconstituer à peu près le portrait robot au sens police d'un individu juste en lisant ses gènes. Donc partant de là, on retombe sur de la biométrie, on retombe sur de l'identification de la personne. Si vous arrivez à reconstituer sa morphologie, plus 2-3 pathologies assez certaines, plus... Donc l'anonymisation des données génétiques, elle est en pratique, à mon avis, quasiment impossible. Soit à cause des données satellites, soit parce qu'on arrive aujourd'hui à exploiter les données génétiques en tant que telles pour identifier beaucoup d'informations sur un individu. Donc, si vous posez la question dans le sens est-ce que je peux me passer du RGPD pour traiter des données génétiques, je vous dirais non, évitez. C'est pas payant sur le long terme. Non, c'est pas ça, mais c'était juste pour dire, voilà, si je mets à disposition de certains chercheurs en tant qu'entrepôt de données 2 ou 3 variants, est-ce que je peux parler de données anonymes ou pas? Alors là encore, tout dépend des variants. C'est-à-dire que si c'est des variants avec une prévalence moyenne, générale, en population générale, etc., et qu'on est sur des pathologies peu rares, pourquoi pas. Mais là, il faut vraiment faire cette analyse de réidentification. Mais en général, soyons clairs, si on met à dispo des variants, c'est plutôt des variants un peu atypiques, un peu rigolos, un peu de tiens, ce patient-là, avec ce variant complètement atypique, il résiste à un traitement cancéreux, alors que lui, non. Ou au contraire, lui, il a un taux de survie meilleur. Et là, on va être justement sur des variants atypiques, c'est ceux-là qui nous intéressent. Et le variant atypique, on va le caractériser là encore avec des infos secondaires de c'est un patient qui a résisté à un cancer ou c'est un patient centenaire qui a un cancer. Enfin, on a souvent là encore des données annexes qui réidentifient assez facilement le patient indirectement là aussi. Et puis, on a aussi le cas du variant tellement rare, typiquement le gène Angelina Jolie, où il y a tellement peu de patients dans le monde que juste le fait d'avoir ce variant-là réduit énormément le nombre de possibilités. Donc, là encore, typiquement, si on met des variants à dispo, c'est probablement pas anonyme parce que c'est des patients d'intérêt et donc indirectement, on peut recouper des sources externes ou des sources publiées aussi. Hein. Donc là encore, l'idée générale, mais c'est comme pour les données du SNDS, c'est des données qui sont pseudonymisées, il n'y a pas de réidentification directe, il n'y a pas encore un code barre génétique pour tout le monde, mais ça peut arriver, pourquoi pas dans certains pays. L'idée, malgré tout, c'est de se dire, OK, c'est des données sensibles, il y a un niveau de pseudonymisation qui est plus ou moins variable, mais on va traiter ces données dans une bulle sécurisée. On va faire en sorte que les patients s'y connectent, que les patients soient floutés au mieux possible et que les chercheurs y accèdent avec l'authentification forte, la traçabilité, la sécurité, comme on l'a vu aujourd'hui. Finalement, ça se passe très bien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tenter de jouer sur le facteur anonymisation pour donner un accès très large. Après, c'est vrai que la communauté scientifique génétique a largement partagé des données génétiques et le fait encore largement aujourd'hui. Après, il y en a qui ont eu des problèmes. Quand on a vu la faille sur 23andMe, quand on a vu des enquêtes de police qui ont fait des rebonds à 2 ou 3 liens de parenté pour identifier des tueurs, bon là en l'occurrence c'était pour le bien public, mais on voit la puissance qu'il y a à faire ces rebonds sur des données génétiques, et là encore on voit que c'est pas anonyme. Donc on va protéger les données, on va les rendre accessibles sur des systèmes sécurisés et avec aussi des chartes, des engagements de non-divulgation, de ne pas poursuivre des finalités interdites, de ne pas poursuivre des tentatives de réidentification et de traiter ça de manière éthique finalement. Merci. Oui, j'ai une question sur les bases de données qui font partie du SNDS élargi. Du coup, je comprends que ce sont les bases citées à l'article 1461-1 du CSP, petit 6 et suivant, que du coup, elles sont détenues aujourd'hui par des détenteurs, plein de détenteurs différents, et que du coup, il n'y a pas de vocation de centralisation de ces données, ce qui rend quand même leur identification un peu compliquée. D'autant qu'en fait, cette liste n'est pas absolument limpide. Notamment, moi, je ne sais pas si le petit 6, par exemple, sur les données de soins, est-ce que ça inclut forcément les entrepôts de données de santé hospitaliers? Est-ce que les enquêtes,
ça inclut les registres et cohortes. Voilà. Du coup, est-ce que, je comprends qu'il y a le guide qui va être publié sur le référentiel de sécurité SNDS, mais est-ce que voilà, le HDH prévoit de publier une liste plus claire en fait, des bases de données qui sont dans le scope, étant donné que forcément, ça impacte évidemment les détenteurs de ces bases, mais aussi les utilisateurs qui doivent connaître les règles à respecter pour réutiliser ces données. Pour le caractère des données centralisées, la partie est relativement bien délimitée, puisqu'on sait que c'est la base principale du SNDS avec les catalogues, et on sait que ce catalogue va évoluer au fil des années, justement pour pouvoir faciliter les appariements entre bases de données de recherche d'intérêt et données du SNDS. Pour le reste, effectivement, le décret liste des systèmes, des ensembles de systèmes de données, donc ça englobe une très grande massivité. Arriver à tout documenter, je pense que ça risque d'être extrêmement complexe, ne serait-ce que parce que la France est un de ces pays qui a énormément de types de bases de données, que ce soit... déjà, si on parle de registre, cohorte, enquête, personne n'est à peu près d'accord sur la même définition. Peut-être que le référentiel va préciser, le référentiel sécurité SNDS va préciser les choses, et j'en suis pas tellement plus convaincue que ça. Mais à voir s'il y a un intérêt à éclaircir ces éléments-là. Oui, peut-être en complément, je vais un peu dire différemment ce que tu dis, mais c'est que, en effet, pour l'instant, il n'y a pas de vocation à lister les bases de données qui seraient visées par article L1461-1 et suivant, donc ce ne serait pas de les lister. Par contre, l'objectif j'imagine l'objectif du guide qui sera publié, ce sera de donner des exemples et d'illustrer les types de données qui sont visées. Et en complément aussi par rapport à ça, là encore, si vous vous posez la question, essayez plutôt d'être conforme dans le doute. Là encore, c'est toujours un bon conseil. Et puis aussi, simplement, juste se rappeler que le référentiel de sécurité SNDS, le référentiel entrepôt de données de santé de la CNIL et d'autres, c'est jamais que des mesures de sécurité à l'état de l'art, celles que vous devriez de toute façon mettre en œuvre au titre du RGPD simplement. Donc c'est un cadre, ça donne des guides et ça donne des éléments, une checklist en quelque sorte, mais c'est plus un élément facilitateur. Alors, pour le référentiel SNDS, il y a la contrainte, entre guillemets, d'homologuer, donc c'est-à-dire d'attester formellement. Mais bon, avec le RGPD, on a quand même le PIA à signer, l'AIPD. Donc, de toute façon, on est sur des démarches voisines. Donc, quand bien même on ne serait pas soumis proprement au référentiel de sécurité du SNDS, on a probablement des données de santé médicale pseudonymisées, soumises au RGPD, à haut risque, donc à IPD, donc sécurité à suivre à l'état de l'art. Donc, de toute façon, le paquet est le même. Au final, la lecture qu'aurait la CNIL serait sûrement à peu près équivalente en termes de niveau de sécurité exigible, parce que c'est à peu près la même catégorie de données, en quelque sorte. Voilà, donc, dans le doute, voyez plutôt ces référentiels comme des aides et des checklists pour sécuriser vos systèmes, plutôt que de vous lancer dans une AIPD. Voilà, même si vous n'êtes pas directement soumis à ces textes, ça vous donne une vraie base pour sécuriser et homologuer ces systèmes. On s'était posé la question lorsqu'on a eu à connaître du projet de décret SNDS, lorsque la CNIL a rendu un avis sur ce projet de décret SNDS en octobre 2020, et on avait posé la question au ministère de savoir ce qu'était une enquête. Il nous avait été répondu que c'était une enquête régie par la loi de 51, donc que c'était pas une cohorte, que c'était pas. Donc on en avait pris acte dans notre avis. Après, c'est pas à nous normalement d'interpréter ce qui fait partie ou non du SNDS. Donc là, on en avait pris acte. Et même chose concernant les entrepôts de données de santé hospitaliers, on avait pris acte de la réponse du ministère. On espère que cette doctrine n'a pas changé, mais dans tous les cas, c'est dans notre avis. On avait pris acte des précisions apportées par le ministère, parce qu'effectivement, nous aussi, on se posait la question de savoir ce qui rentrait dans le périmètre du SNDS. Après, ça date d'il y a 4 ans, mais je pense qu'il n'y a pas de raison que la position ait évolué depuis. Après, je comprends évidemment que c'est l'état de l'art, etc. C'est ce que je crains un peu en pratique. Position utilisateur de données, c'est que l'utilisateur de données dise au détenteur de la base, vous devez être conforme au référentiel, que le référentiel dise, non, je ne suis pas dans le périmètre. Et du coup, ça risque quand même de créer des complications pratiques. C'est un peu ça que j'anticipe. Il va falloir qu'on
qu'on arrête la session. Merci beaucoup. On reprend à 11h40 pour ceux qui sont intéressés par la deuxième session. Et pour ceux qui ont patienté jusqu'à maintenant, il y a un café qui vous attend en sortant à droite.